Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que je vous présente ma traduction de l'allemand de l'histoire des Illuminés, en allemand Geschichte des Illuminatenordens. Alors d'ailleurs on pourrait aussi traduire par Ordre des Illuminati, mais c'est plus correct de dire Ordre des Illuminés, écrite par Léopold Engel donc en 1906. Alors Léopold Engel, né en 1858, mort en 1931. Il avait eu comme mentor un mystique qui s'appelait Jacob Lorber, un mystique chrétien on va dire. Il a écrit abondamment sur la légende de Faust. Il a aussi écrit 7 ou 8 chansons qui s'appellent les Confessions de Lucifer. Et dans les années 1890, avec son ami Theodor Reuss, ils ont tenté de raviver les Illuminati en Allemagne par le biais d'une loge maçonnique, la loge Ludwig. Et donc cette loge Ludwig était donc une partie de l'Illuminati Order, IO, de l'époque, donc à Munich. Comme c'était une loge irrégulière maçonnique, les loges allemandes leur ont probablement demandé de partir. Parallèlement à ça, donc Léopold Engel, l'auteur, en 1893, fonde la World League, qu'on dit aussi World League of Illuminati, donc Ligue mondiale des Illuminati, à Berlin. En 1896, on a Theodor Reuss, Franz Hartmann et Léopold Engel qui sont parmi les cofondateurs de la Société théosophique en Allemagne. Engel se rabobiche avec Theodor Reuss, qu'il n'apprécie pas énormément, pour notamment la publication Das Wort, qui était vraiment revue de l'ordre des Illuminati, donc en 1900. De 1902 à 1907, on a des traces comme quoi Engel était avec Reuss et d'autres parmi les plus hauts gradés de la Societas Rosicruciana in Germania. En 1903, l'ordre de Engel, qui s'appelle Order of the Illuminati, ça dépend si on l'appelle en anglais ou en allemand, à Dresde, publie de nouveaux statuts sur lesquels sont marqués entreprises ou associations déposées. Donc, ils existent même officiellement. En 1906, donc, Engel publie ce livre, l'histoire de l'ordre des Illuminati ou des Illuminés. Il perd de vue un peu Theodor Reuss. On a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vers 1905, Theodor Reuss qui fonde avec d'autres l'Ordo Templi Orientis. Vers 1924-1926, l'ordre des Illuminati de Dresde est obligé de fermer parce qu'il n'y a pas assez de membres. Donc en 1926, il y a une incorporation légale de la World League of Illuminati, Weltbund der Illuminaten, à Tempelhof à Berlin. Ensuite, après la mort de Léopold Engel en 1931, on a Julius Meyer Marius, qui a été élu nouveau chef de l'ordre. En 1933, donc à peu près au moment où Hitler arrive au pouvoir, le préfet H. Theumer Theobald de Chemnitz propose que l'ordre des Illuminati soit dissous. En 1934, il y a la Gestapo qui va saisir la maison de Julius Meyer, etc., etc. Donc voilà pour l'historique. Donc cet ouvrage qui était étonnamment pas traduit en français, pourquoi il est extrêmement important? Parce que tout ce qui est marqué dedans, là, les historiens lambda peuvent pas continuer à nous faire croire que l'ordre des Illuminati s'est arrêté en 1785. C'est faux, puisqu'on a des traces de réactivation. Probablement que ça a été mis en sommeil dans les années de 1800 à 1890. Peut-être qu'ils ont trouvé refuge dans la maçonnerie allemande. Et à la fin du 19e siècle, on a des gens comme Engel, Kellner, Reuss, qui réactivent ces Illuminati. Et ensuite, on a des traces d'ordre Illuminati au début du 20e siècle, jusqu'en 1934 où on les a obligés à se dissoudre. Enfin, c'est les nazis qui les ont forcés. Et ils sont peut-être passés à nouveau en mode sous-marin jusqu'à une autre époque. Mais là, on va dire un ex-Illuminati, Léopold Engel, qui écrit l'histoire des Illuminati. Donc, on ne peut pas, cette fois-ci, dire que lui était à décharge, comme les pseudo-historiens ont souvent dit sur Augustin Baruel ou sur Robison ou tant d'autres. C'est pour ça que ça me semblait important de traduire cet ouvrage, donc qui est disponible dès maintenant en format papier ou PDF. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Et je vous en lis une partie aujourd'hui. Histoire de l'ordre des Illuminés, une contribution à l'histoire de la Bavière. Auteur Léopold Engel, 1906. Histoire, fondation, 1776, relation avec la franc-maçonnerie, persécution par les jésuites, évolution jusqu'à nos jours, d'après des documents authentiques conservés dans les archives secrètes d'État de Munich, Berlin, Dresde, Gotha, Paris, Vienne, les archives secrètes de l'ordre des Illuminati et diverses archives privées.
avec de nombreuses planches et illustrations imprimées dans le texte. Préface. Que le cher lecteur ne considère pas l'œuvre présente comme le fruit d'un travail partial, relatant l'histoire d'un ordre qui lui est peut-être inconnu et dénué d'intérêt, mais plutôt comme le récit d'un pan de l'histoire culturelle, porteur de l'éclosion et du développement de la liberté intellectuelle au sein d'un cercle particulier. Les racines d'un arbre de la liberté, à l'ombre duquel les générations actuelles ont trouvé repos et épanouissement, l'émergence des premiers germes viables pour le droit du peuple et sa représentation, voire la condition même de la préservation de la couronne royale de Bavière, tout cela remonte bien plus loin qu'on ne le croit communément et fut considérablement influencé par le mouvement Illuminati de son époque. Ce fait peu connu est ici présenté sans aucune exagération, s'appuyant sur la rigoureuse démonstration des documents accessibles, permettant ainsi au lecteur de se forger sa propre opinion sur cette époque, qui, pour ceux qui la vécurent, sembla receler un échec, mais qui en réalité renferme un jalon considérable pour l'état actuel des choses. Afin de rendre palpable, même dans la forme, l'évolution des temps, les documents et les nombreuses notes écrites ont toujours été conservés dans leur graphie originale. Que le lecteur ne s'étonne donc pas de rencontrer toutes sortes de styles, de graphies, de mots, ainsi que des ponctuations singulières, mais qu'il veuille bien prêter attention aux passages insérés en tant que citation, afin de ne pas imputer à l'auteur des fautes apparentes. Blasewitz, près de Dresde, octobre 1906. 18 Deutsche Kaiser Allee, Léopold Engel. Introduction. Le grand public en général manifeste peu d'intérêt pour les événements historiques isolés, à moins qu'ils ne constituent une époque éclatante de sang et de clameurs guerrières. Et ce, même lorsque ces faits ont jadis profondément marqué le tissu social et doivent être perçus comme le point de départ de maintes conquêtes de l'époque moderne. L'historien, en revanche, qui constate que les destinées des peuples sont souvent modelées non seulement par des contingences, mais aussi, et bien plus fréquemment, par des événements entièrement imprévus, dont l'impact sur l'humanité fut d'abord sous-estimé, porte un intérêt tout particulier au processus historique qui recèle en eux les germes d'évolution future. Sans vouloir attribuer une importance démesurée à la fondation et à la persécution de l'ordre des Illuminati, il est néanmoins avéré que, dans le combat que l'époque des perruques eut à livrer à l'ère culturelle moderne naissante, la persécution des Illuminati, si fâcheuse en son temps en Bavière, y joua un rôle. L'histoire l'a d'ailleurs gravé comme un jalon marquant le début de l'ébranlement du régime monarchique absolu, le crépuscule d'une ère où la fière maxime Regis voluntas suprema lex détenait encore une autorité sans bornes, capable de plier le droit lui-même. Or, parce que cette période d'ébranlement du régime arbitraire fut ainsi désignée comme un jalon dans le cours des temps, l'accusation selon laquelle l'ordre des Illuminati l'aurait prémédité, qu'il aurait été fondé pour précipiter les princes de leur trône, qu'il aurait été responsable de la Révolution française, que ses doctrines seraient éminemment dangereuses pour l'État et la religion, qu'il anéantirait la moralité de l'individu et du peuple, et autres billevesées du même acabit, reproche d'ailleurs encore fréquemment adressé aux francs-maçons de nos jours, a pu se maintenir très longtemps alors qu'en réalité rien de tout cela ne saurait être démontré. La fondation de l'ordre des Illuminati par le professeur Adam Weishaupt, connu quant à ses répercussions ultérieures, des succès absolument inattendus. Jamais il n'avait envisagé d'œuvrer sur le plan politique. Son dessein était bien plutôt de bâtir au sein de l'ordre un bastion inébranlable pour l'épanouissement intellectuel de chacun. Il n'aurait jamais imaginé que son ordre pût un jour être la cible d'une persécution. Si cela se produisit néanmoins, c'est que les fils de l'intrigue se trouvaient bel et bien ailleurs que là où on les soupçonnait communément. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour déclencher cette persécution. Et si les individus qui s'employèrent à une œuvre souterraine visant à étouffer la libre lumière de l'esprit pouvaient aujourd'hui contempler ce qui est sorti de cette chasse, certes fort bruyante en Bavière et en Allemagne, pour le bien de la collectivité, ils verraient avec effroi combien les paroles de Méphisto s'appliquent également à eux. Je suis une partie de cette force, qui veut toujours le mal et crée toujours le bien. Nous aurons par la suite à nous attacher à démêler ces fils. Ils ne sont pas demeurés secrets au fil du temps, et c'est pourquoi diverses tentatives d'édulcoration ont été entreprises, lesquelles, par leur orientation, laissaient transparaître sans être abruptes mais de manière fort claire que Weishaupt aurait été un personnage pour le moins équivoque, moralement impur, que l'ordre des Illuminati aurait fomenté des menées dangereuses pour l'État, des intentions pernicieuses, connues des seuls supérieurs secrets, et que par conséquent,
la persécution aurait été, tout bien considéré, justifiée. Au fil de nos développements, nous démontrerons à l'appui de documents en partie encore totalement inédits, en partie jusqu'ici non publiés dans leur teneur exacte, ce qu'il en subsiste. Nous avons ici sans embâche que l'actuel ordre des Illuminati, association enregistrée à Dresde, perçoit dans la relation historique irréfutable de ses prédécesseurs la meilleure des défenses contre les attaques dirigées contre sa tendance actuelle. De telles attaques sont d'ailleurs déjà lancées sous la forme la plus explicite, en s'appuyant sur d'anciens ouvrages datant des années 1784-1788. Il est très aisé, à partir de ces textes, de dresser un tableau déformé de l'ordre d'alors, en juxtaposant des passages aussi virulents que possible, arrachés à leur contexte et prenant ainsi une signification tout autre, involontaire. Il sera toujours d'une facilité dérisoire de démontrer ce que l'on désire prouver. Cette recette universellement connue se trouve par exemple appliquée avec brio dans un tout récent breuvage de prestidigitation littéraire qui s'aventure dans le monde sous le noble prétexte de l'instruction populaire. Le ou les auteurs sont convaincus que des lecteurs plus naïfs et dépourvus de discernement, effarouchés par les artifices de la séduction et les prétendues menées infâmes de l'ancien ordre, ne jugeront pas différemment le nouvel ordre. Le nouvel ordre étant malheureusement une personne morale, il saurait sanctionner les distorsions flagrantes comme autant de diffamations. C'est pourquoi, pour assurer sa propre impunité, on s'en prend plus sûrement à l'ordre historique, persuadé qu'une part de ces calomnies rejaillira inévitablement sur l'actuel. Pour l'actuel ordre des Illuminati, qui ne saurait renier son existence issue des reliquats d'une époque révolue, et n'aurait d'ailleurs aucune raison de le faire, il pourrait être au fond parfaitement indifférent que la période historique lointaine ait été exempte de tout reproche ou non. Il lui incombe cependant de répondre de lui-même et de s'assurer qu'il est, à présent, irréprochable. Cependant, l'intérêt pour ses origines, de même que l'exigence de justice, impose d'écarter ce qui est erroné et d'établir la vérité dans la mesure du possible. Et cela est réalisable à condition que les archives secrètes d'État, de même que les archives secrètes de la maison à Munich, ainsi que d'autres fonds d'archives publics et privés, soient consultées sans le moindre parti pris. C'est dans ces dépôts, Berlin, Dresde, Vienne, Gotha, Paris, que se trouvent les documents, lettres, écrits et procès-verbaux qui, s'ils ne sont pas jugés et interprétés de manière partiale, sont parfaitement aptes à brosser un tableau limpide. Malheureusement, ce travail n'a pas été mené jusqu'ici de manière totalement irréprochable. Il s'agissait soit d'études fragmentaires, soit d'une méconnaissance de certains documents enfouis, pourtant éclairants, soit encore de considérations qui ont contraint les auteurs à jeter un voile pudique sur certains faits, empêchant ainsi qu'une pleine lumière soit faite sur cette période jusqu'à nos jours. Nous nous efforcerons de présenter les faits sans la moindre fioriture, mais aussi sans la moindre hésitation, et chercherons d'abord un fil conducteur qui puisse nous guider à travers les méandres, souvent embrouillés de cette histoire. Où donc trouver ce fil ? Les accusations courantes affirment que l'ordre ayant été hostile à l'État et à la religion, l'État et l'Église avaient tout intérêt à l'anéantir. Pour mieux saisir cela, il nous faudra donc d'abord déterminer si ces deux entités étaient ou devaient inévitablement devenir des adversaires, et pour quelles raisons. Si nous désirons toutefois porter un jugement juste, nous devrons préalablement nous informer des conditions régnant en Bavière, de l'aspect du pays au moment de la fondation de l'ordre. Il nous faudra nous immerger dans la mentalité de cette époque, laquelle sans aucun doute différait de la nôtre, sous peine de tirer des conclusions erronées. Afin que nul ne puisse croire que cet écrit expertisé par l'ordre actuel ait été taillé sur mesure de manière tendancieuse, laissons la parole à un non-illuminati, le professeur August Kluckhohn. Celui-ci publia en 1874 dans la Allgemeine Zeitung de longs articles intitulés « Les Illuminati et les Lumières en Bavière sous Charles Théodore ». Et il décrivait ainsi dans son introduction l'état des choses en Bavière. L'électeur Maximilien III, communément appelé Max Joseph, décédé l'avant-dernier jour de l'année 1777, fut longtemps et sincèrement pleuré comme l'un des meilleurs princes de Bavière. On saluait avec gratitude sa bonté de cœur, son affection pour le peuple et son souci profond de son bien-être. Les esprits réfléchis et clairvoyants avaient encore de plus grands mérites à lui reconnaître. Ils louaient comme un acquis durable de ce prince éclairé le fait que la vie intellectuelle de la Bavière, après une longue période de stagnation et d'enlisement, avait connu un nouvel élan, que la prépondérance du clergé avait été contenue, que le monachisme dégénéré avait été émondé de ses excroissances, et qu'une meilleure éducation du peuple, moralement délaissé et vivant dans la superstition et l'ignorance, avait au moins été esquissée. Avant même la dissolution du puissant et redoutable ordre des Jésuites,
ordre qui, durant 2 siècles, s'était ingénié à étouffer dans l'œuf toute impulsion spirituelle novatrice et à isoler la Bavière de tout contact avec l'Allemagne protestante, les hommes valeureux avaient entrepris d'abord discrètement, puis ouvertement et publiquement, par la parole et par l'écrit, de combattre l'oppression cléricale et la folie monacale. L'Académie des sciences, fondée en 1759 dans la capitale du pays, au mépris des jésuites, devint le point de ralliement des héros d'une raison éclairée. De là, des impulsions salutaires se répandirent dans des cercles plus larges. Les esprits assoupis purent éveiller, et les forces vives et robustes qui germaient du sol bavarois enseignèrent même aux asceptiques que des siècles d'oppression, privés d'air et de lumière, avaient certes courbé ce peuple et freiné son développement, mais ne l'avaient pas, grâce à son indomptable vitalité, brisé et abandonné à la dessiccation. Ce qui consolida l'espoir des amis du peuple fut notamment l'amélioration du système d'enseignement, à laquelle des hommes tels que Eichstätt, Braun et d'autres se dévouèrent avec une persévérance courageuse et une affection sincère. Si les jésuites avaient dès le XVIe siècle systématiquement miné le système scolaire populaire tel qu'il existait à ses débuts, on s'efforça désormais, notamment avec la participation active de Braun, de le refonder. De même, la réforme non moins indispensable de l'enseignement secondaire, qui n'avait servi aux jésuites que d'instrument pour asservir les esprits, fut engagée, du moins à partir de ce moment-là, avec des chances de succès, puisque le bref du pape Clément XIV, daté du 21 juillet 1773, avait prononcé la dissolution de la Compagnie de Jésus. Le patrimoine très considérable de la Compagnie, désormais entièrement affecté par le gouvernement électoral à des fins éducatives, semblait offrir des ressources suffisantes pour une refonte systématique du système d'enseignement, capable de satisfaire toutes les exigences. Le vénérable Eichstätt, avant tout, se basait sur les plus hautes considérations. De vastes plans furent esquissés, des avis d'experts se succédèrent jusqu'à ce qu'en 1774, un règlement scolaire voit heureusement le jour, dont on aurait pu attendre les plus grands bienfaits s'il avait été appliqué avec vigueur en dépit de toutes les entraves. Les entraves, il est vrai, qui se dressaient face à une réforme pédagogique d'envergure, étaient d'une importance considérable. Il manquait, tant pour les établissements secondaires que primaires, d'enseignants, même sommairement formés, si bien qu'il fallut, ce qui constituait pourtant un pis-aller fort discutable, faire de nouveaux appels aux membres de l'ordre dissous pour les lycées afin de ne pas les laisser à l'abandon. Il manquait en outre au gouvernement d'organes administratifs zélés, consciencieux et perspicaces pour imposer la mise en œuvre des institutions scolaires, malgré la résistance du clergé hostile à l'éducation et la masse du peuple, inerte et prévenue. Enfin, dans les cercles dirigeants, même parmi les hommes de bonne volonté, manquait souvent une persévérance sérieuse et plus encore la concorde souhaitable. Chacun voulait élaborer de nouveaux plans, établir de nouvelles théories, souvenirs et contre-souvenirs, insinuations secrètes et querelles ouvertes empêchaient une action commune et durable. Dès 1777, de nombreuses propositions et contre-propositions donnèrent naissance à un nouveau règlement d'enseignement pour les lycées et les gymnases, non sans égard aux économies imposées par les difficultés financières de l'État. Cependant, avant que celui-ci ne puisse acquérir une signification pratique, le vaillant prince, qui bien que sans grande énergie avait voulu et favorisé le bien, mourut. Ainsi se présentaient les choses en Bavière lorsque, à la place de Max Joseph III, avec qui s'éteignit la branche aînée de la maison de Wittelsbach, monta sur le trône de l'électeur du Palatinat et duc de Juliers et de Berg, Charles Théodore. L'état traditionnel était ébranlé. La stagnation avait cédé la place à une fermentation salutaire, mais un esprit nouveau n'avait en aucun cas encore percé. Pour l'aider à triompher, il fallait un souverain doté d'une vision claire et d'une détermination inébranlable, qui n'aurait pas craint un long et difficile combat contre la paresse, la stupidité et la superstition. Le successeur de Max Joseph était-il cet homme ? Dès 1742, Charles Théodore, âgé de 26 ans lors de son accession au pouvoir, avait régné sur le Rhin avec la réputation d'un prince éclairé, amateur d'art et de sciences. À Mannheim, il avait fondé une académie des sciences, enrichi les bibliothèques et les trésors d'art dans le Palatinat comme à Düsseldorf, et cultivé avec prédilection le théâtre allemand. Il est notoire que pour l'aménagement du théâtre de Mannheim, les conseils d'un homme non des moindres, Lessing, furent sollicités et que les premières places de Schiller furent jouées sous les auspices de l'électeur. Certes, le règne de Charles Théodore montrait déjà dans le Palatinat, à côté de son éclat extérieur, des zones d'ombre préoccupantes. Femmes et prêtres exercèrent très tôt une mauvaise influence. Une camarilla de jésuites, de favorites et d'enfants naturels restreignit de plus en plus ses inclinations libérales et laissait craindre le pire pour l'avenir. Si la vaillante palatine Élisabeth Charlotte d'Orléans avait vécu jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier
Elle aurait peut-être dit de Charles Théodore la même chose qu'elle avait un jour exprimée dans une lettre à propos de son prédécesseur Charles-Philippe. Jamais de ma vie je n'aurais cru que le Palatinat se soumettrait ainsi aux curés. Cela est arrivé de manière si peu raisonnable de se laisser gouverner par des curés. Ce n'est pas du tout raisonnable. Certes, la même Élisabeth Charlotte affirmait déjà: les gens qui n'ont pas mené une vie très régulière dans leur jeunesse et qui vieillissent, les curés leur font un enfer. Mais se laisser ainsi tourmenter par les flammes de l'enfer, Charles Théodore n'en avait cure. Il aimait jouir de la vie et quiconque désirait exercer une influence prépondérante sur lui devait tenir compte de ses penchants sensuels. Le confesseur jésuite Franck était réputé pour avoir su, par une éloquence pieuse et astucieuse, apaiser les scrupules de conscience éventuels de son maître, et non moins habilement, se rendre précieux à ses yeux en encourageant et en soutenant la tendre sollicitude du prince envers ses enfants naturels, car il n'en avait pas de légitime. Mais si ce Franck avait déjà été une pierre d'achoppement pour les Palatins, il allait devenir pour les Bavarois un objet de terreur et d'abomination. Cependant, Charles Théodore ne dévoila pas d'emblée, dès son arrivée à Munich, les aspects les plus sombres de son règne. Certes, les cercles patriotiques durent être douloureusement affectés de voir le nouveau souverain si prompt à satisfaire la soif d'agrandissement du voisin oriental en cédant une grande partie de l'État qui lui était échu. Et quiconque était attaché aux bonnes mœurs ne pouvait que regretter l'absence de la direction plus rigoureuse et éclairée que Max Joseph avait si dignement incarnée. Mais à bien des égards, le nouveau gouvernement manifestait une inclination certaine pour le bien. Ainsi, un souci sincère du bien-être populaire se traduisit par diverses mesures économiques. De même, Charles Théodore témoigna d'un intérêt pour la culture artistique et scientifique en enrichissant les trésors d'art de Munich et la bibliothèque électorale. Même l'enseignement primaire semblait devoir prospérer vigoureusement sous le nouveau régime. Dans une instruction donnée au gouvernement provincial, la bonne éducation de la jeunesse et l'établissement d'écoles efficaces, dotées de maîtres compétents, sont désignés comme une affaire qui tenait particulièrement à cœur au père de la patrie, la félicité de l'État tout entier reposant d'ailleurs en grande partie sur elle. Cette saine conception se manifesta à plusieurs reprises par la suite. Ainsi, dans le rescrit du 15 décembre 1779, il est dit que son Altesse électorale s'étant entre-temps convaincue non seulement de l'état misérable dans lequel se trouve l'enseignement en général, et plus particulièrement à la campagne, mais aussi du mal qui, par son incurie passée, en est résulté et semble s'aggraver toujours davantage au détriment extrême de la sécurité publique, il est ordonné de prendre sérieusement en considération non seulement l'établissement d'écoles suffisantes et de séminaires pour instituteurs, mais aussi la constitution d'un fonds scolaire adéquat. À cet égard, il est surprenant d'apprendre qu'une ordonnance électorale, en heureux contraste avec les conceptions et coutumes alors et ultérieurement en vigueur, prévoyait pour un instituteur primaire un revenu annuel non inférieur à 300 florins. Il semblait donc non seulement que ce règlement scolaire que Heinrich Braun avait remanié pour les écoles élémentaires dans les derniers jours de Max Joseph et que Charles Théodore avait sanctionné en 1778, allait enfin être réellement mis en œuvre, mais il était permis d'espérer que d'autres réformes prometteuses suivraient dans ce domaine crucial. Il n'est pas moins étonnant, au vu du caractère monacal qui caractérisera plus tard le gouvernement de l'électeur de la manière la plus éclatante, de constater que Charles Théodore, dans les premières années, tenta même de supprimer les pratiques superstitieuses par des mesures policières et de purger les cérémonies religieuses, en particulier les processions publiques, de ces ajouts monstrueux qui, depuis longtemps, n'avaient servi aux esprits pensants qu'à l'irritation ou à la dérision. Ainsi, l'abus généralisé en Haute-Bavière des sonneries et des tirs pour conjuguer le mauvais temps fut menacé de sanctions. L'âne de la Passion, comme on l'appelait, fut chassé des rues, et la procession de la Fête-Dieu, qui, entre les mains des jésuites, avait dégénéré en une mascarade si insipide qu'elle bafouait ouvertement, même de l'avis du conseil ecclésiastique, la dignité et la sainteté de la religion, fut au moins débarrassée des déguisements les plus choquants, en abandonnant les cavalcades fantastiquement arrangées, les chars de triomphe et les litières ornées de tableaux vivants, les dragons à 7 têtes, etc. À cela s'ajoutait le fait que le gouvernement s'apprêtait également à mettre un frein à ce flot pernicieux des cris monacaux qui, sous le titre de livre de dévotion, servaient la superstition la plus grossière et la croyance au miracle. Il est regrettable, hélas, que de telles initiatives ne fussent pas les conséquences d'un système de gouvernement stable, mais plutôt les répercussions fortuites de l'orientation prise sous Max Joseph. Et qu'à la même époque, où l'on consentait encore quelques concessions à un éclaircissement raisonnable, des événements survinrent qui annonçaient une rupture complète avec cette direction
et menaçait purement et simplement d'anéantir les germes d'une meilleure culture intellectuelle semée jusqu'alors. Qui aurait pu imaginer que les anciens biens des jésuites, sur lesquels reposait l'existence des gymnases et des lycées, furent utilisés uniquement dans l'intérêt d'une confortable dotation de favoris et surtout des enfants naturels de l'électeur pour financer une nouvelle langue de l'ordre de Malte, tandis que les établissements d'études secondaires étaient confiés aux religieux des ordres monastiques sous la tutelle des prélats du pays? Certes, une proposition aussi pernicieuse avait déjà été évoquée du temps de Max Joseph, mais elle avait été aussitôt combattue avec la plus grande véhémence, en faisant valoir, par des arguments irréfutables, que les moines n'étaient en aucun cas aptes à l'éducation des futurs serviteurs de l'État. Cette fois, on n'en tint pas compte, et dès 1779, la mesure funeste fut adoptée, anéantissant le travail de toute une génération. Là où de telles tendances s'imposaient, il va de soi que ces forces obscures, qui n'avaient plié qu'à contre-cœur et pour un court laps de temps devant la volonté de l'État, relevèrent la tête, plus hardis que jamais. Les ex-jésuites se disputaient la prééminence avec les capucins, les franciscains et les cohortes d'autres moines. Ce n'est que dans la persécution des hommes de pensée et la chasse aux livres suspects qu'ils se tendaient loyalement la main. Et l'étendue de leur pouvoir à la cour même, face aux hommes les plus éminents, le poète Zaubser, respecté bien au-delà des frontières bavaroises, en fit l'amère expérience. Contre l'Inquisition, dont les moines fanatiques osaient réclamer l'instauration, Zaubser avait publié une ode, accueillie avec approbation, et ce avec l'autorisation de l'autorité de censure électorale. Le collège de censure reçut donc l'ordre, accompagné d'un sévère blâme, de supprimer cet écrit. Quant à l'auteur, qui occupait le poste de secrétaire du conseil de guerre de la cour, il lui fut enjoint de faire sa profession de foi catholique devant le plénum réuni, après quoi il lui serait vivement rappelé que pour l'avenir et sous peine de graves conséquences, il ne devrait en aucun cas s'aventurer à écrire, secrètement ou publiquement, sur des sujets religieux ou théologiques, d'autant moins qu'il n'en avait ni la vocation ni la moindre aptitude en raison de son manque de science et de prudence nécessaires. De même, il a été donné ordre aujourd'hui à la direction du conseil de guerre de la cour d'occuper le dit secrétaire Zaubser par des travaux de chancellerie, de telle sorte qu'il ne lui reste plus de temps pour des écrits théologiques ou autres divagations. Ainsi fut fait à Munich le 11 octobre 1780. C'est à cette époque qu'un ordre secret, initialement actif dans un cercle restreint, renforcé par des membres laïcs et ecclésiastiques de rang influent, prit de l'ampleur pour devenir une puissance publique. Il commença, fort de sa force supposée, à tenir tête à l'armée des prêtres et des moines et à toute leur suite, et à faire triompher une lumière énergique au mépris de tous les obscurantistes. Je parle de la société secrète des Illuminati, qui, même après sa chute, occupa les esprits en Bavière, et au-delà pendant de longues années, tantôt avec amour, tantôt avec haine, et dut subir les jugements les plus contradictoires, y compris dans la littérature contemporaine. Non moins que l'esprit et la tendance de l'ordre, les opinions divergent quant à son fondateur, Adam Weishaupt. Célébré par les uns comme un apôtre enthousiaste des Lumières et de l'humanité, il est considéré par les autres comme un hypocrite et un scélérat. Nous tenterons de le connaître et de l'apprécier à travers l'histoire, et d'abord sa propre histoire. Ainsi, disait Kluckhohn, nous pressentons déjà à travers ces mots que la source principale des persécutions se trouve probablement du côté ecclésiastique qui se servit du pouvoir de l'État. Et nous aurons trouvé le fil rouge qui permet d'enchaîner les événements. Si anticipant sur le cours du développement, nous publions 2 lettres du pape Pie VI à l'évêque de Freising. Les originaux, rédigés en latin, se trouvent aux archives d'État de Munich et se lisent traduits ainsi: Pie pp 6, vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. À notre très grand regret, nous avons appris par tes lignes du 11 mai que la secte des francs-maçons, qui semble connaître actuellement un nouvel essor, a établi son siège dans la capitale de Munich, et que ce qui nous inquiète encore davantage, et est également attesté par ton nonce lui-même, elle se propage de plus en plus récemment et diffuse secrètement son ferment contagieux presque partout dans le monde. Et pourtant, il ne saurait être mis en doute combien le contact avec cette peste est pernicieux pour l'humanité, combien elle nuit gravement à la religion et au pouvoir royal. Et si les lois et les doctrines de cette secte n'ont été que partiellement divulguées, il en est cependant suffisamment connu pour savoir que de telles sociétés apparaissent de jour en jour plus exécrables. Ceci est d'autant plus clair grâce aux documents que tu as joints à ton écrit. Aussi, vénérable frère, sollicitons-nous avec une insistance accrue ton zèle, afin que tu veuilles bien rassembler et nous faire parvenir, ainsi qu'au siège apostolique, tout ce qui peut être utile à la religion catholique et éveiller notre sollicitude et vigilance pastorale,
en suivant en cela la coutume des pères et des évêques, établie depuis les premiers siècles, de rapporter à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, tous les événements importants où qu'ils se produisent et d'y implorer aide et consolation en cas de difficulté. Outre tes efforts qui nous ont grandement réjouis et le zèle épiscopal que tu nous as communiqué, un réconfort considérable nous est venu, dans notre affliction, des décrets de notre humble et très cher fils en Christ, le duc Charles Théodore de Bavière et comte palatin, décrets qui, s'ils visent en général de telles confréries et assemblées secrètes, sont dirigés spécifiquement contre les francs-maçons, dont il a rigoureusement supprimé et proscrit les sociétés. Cette conduite sage et favorable ajoute à ces autres vertus un surcroît de véritable louange et de gloire. Désormais, vénérables frères, il nous incombe de déterminer ce qu'il faut faire pour trouver les moyens par lesquels les machinations cachées, mais partout répandues, des ennemis pourront être mises en lumière. En cela, nous veillerons, autant qu'il est en notre pouvoir, à ce que quelque chose soit entrepris et s'avère salutaire. Et si nous considérons notre tâche comme vouée à cette très grande difficulté, nous ne saurions cependant, comme tu le comprendras aisément, nous dérober à un tel souci et à une telle entreprise, ni en décharger notre esprit en vue de l'assistance divine que nous ne cessons d'implorer, et nous te prions toi-même d'unir tes suppliques aux nôtres et de compenser notre insuffisance par tes puissantes forces obtenues par une telle assistance. C'est en cette occasion propice, vénérable frère, que nous t'écrivons ceci, et que nous stimulons à nouveau ton zèle, bien connu pour cette cause. Un imprimé contenant 7 propositions est parvenu entre nos mains. Il provient de l'imprimerie de la Sainte Faculté de la Sorbonne, datant de l'année 1785. Qu'il était adressé par toi à la Faculté de la Sorbonne est tenu pour certain, et tu aurais dû en recevoir un avis sur ces propositions. Nous ignorons quelle réponse t'a été donnée par ce collège. Nous te prions donc de nous faire rapport sur cette affaire le plus tôt possible et de nous communiquer avec ton application habituelle le jugement sur chaque proposition. À toi, vénérable frère, notre bénédiction apostolique, gage de notre amour et de notre estime distinguée, et notre intercession constante pour tous ceux confiés à ta garde spirituelle. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous le sceau du pécheur apposé, le 18 juin 1785, la 11e année de notre pontificat, au vénérable frère Louis-Joseph, évêque de Freising. Pi pp 6. Très vénérable frère, salut et bénédiction apostolique. Aussitôt après la fin des vacances d'automne, nous répondons à ta dernière lettre, dans laquelle tu t'exprimes, vénérable frère, sur ce qui nous tient le plus à cœur. Tes si merveilleux et grands mérites à notre égard nous ont apporté un réconfort dans l'adversité et rehaussent ta louange. Partout la foi orthodoxe est attaquée, et la croyant menacée aussi dans ton diocèse, ton zèle pour la cause de la religion a dû être fortement ébranlé par ce que tu as appris de l'université d'Ingolstadt, profondément dégénérée. Aussi t'es-tu rendu sans tarder à Munich auprès de l'électeur lui-même, et lui as-tu exposé avec le zèle mentionné la gravité du mal. La vertu de l'électeur mérite toutes tes louanges, car aussitôt fut émis par lui un décret aussi approprié que possible et d'une efficacité maximale pour éradiquer les maux causés par les impies de cette université, et la ramener à son ancienne splendeur, qui repose éminemment sur la pureté de la foi. Il est presque incroyable, vénérable frère, combien ton édit a consolé notre âme, et quelle joie nous ressentons, et ainsi nous acquérons la gratitude de tous les justes sauvés par l'aide de Dieu. Tu joins également un autre décret électoral destiné spécifiquement aux militaires, et qui semble parfaitement adapté aux circonstances de l'époque. Une disposition similaire, comme tu l'écris, a été publiée pour la fonction publique. Partant de faits éclatants et de signes de la piété et de l'éminente vertu de l'électeur, sa louange s'accroît, mais s'accroît aussi notre haute estime pour ta fidélité épiscopale. Ta vigilance et ton mérite, que nous connaissons déjà bien, que nous ne doutions pas que tes efforts récents pour la religion auront avec l'aide de Dieu une issue glorieuse, il faut cependant mener à bien le plus tôt possible les premières des 5 propositions divines de Peter Hartmann, et il nous serait très agréable de recevoir, après leur publication à la Sorbonne, un exemplaire du jugement et de toute la série que tu auras heureusement achevée, traduite par quiconque. Implorant pour toi de la part du Dieu tout bon et tout puissant une riche bénédiction comme fruit de tes efforts et de tes travaux, nous t'envoyons notre bénédiction apostolique comme gage éternel de notre bienveillance paternelle distinguée. Donnée à Rome, près de Sainte Marie Majeure, sous l'impression du sceau du pécheur, le 12 novembre 1785, la 11e année de notre pontificat. Au vénérable frère Louis-Joseph, évêque de Freising. Ces lettres sont en soi si claires qu'elles n'ont guère besoin de commentaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir au fil de nos développements. Elles constituent d'abord un document irréfutable,
attestant que selon la coutume des pères et des évêques, comme il est dit dans la première lettre, de nombreux faits ont dû être rapportés à Rome bien avant l'année 1785. Elle prouve aussi que l'université d'Ingolstadt, prétendument dégénérée, nous verrons que cela fait référence à l'activité de Weishaupt, devait être depuis longtemps une épine douloureuse dans la chair. Il est toutefois permis de souligner que cette coutume des pères et des évêques est encore en vigueur aujourd'hui, et que l'ennemi irréconciliable de tous les francs-maçons, Illuminati et sociétés similaires, se trouve dans des cercles qu'il serait superflu de désigner plus précisément. C'est d'Ingolstadt que partit la fondation de l'ordre, et c'est là qu'Adam Weishaupt naquit, fut éduqué, fréquenta l'université et en devint finalement professeur. Pour bien apprécier les raisons profondes de la création de l'ordre, il nous faudra donc nous efforcer de mieux connaître le terreau sur lequel tout ce mouvement a germé et a prospéré. Pour décrire la situation de l'université d'Ingolstadt, nous nous appuyons sur les excellentes études du professeur Kluckhohn, déjà mentionné, qui avec un zèle louable a notamment exploré les périodes durant lesquelles le baron von Eichstätt y exerça son influence et la réorganisa. Eichstätt fut le parrain du jeune Weishaupt, et c'est lui notamment qui aplanit le chemin du jeune savant. Il faut reconnaître à son influence une part prépondérante dans le développement de ce dernier, même si l'on considère que celui-ci prit plus tard une orientation que son parrain n'aurait en aucun cas souhaité ni approuvé. Nous extrayons de la conférence donnée par le docteur Kluckhohn lors de la séance publique de l'Académie royale des sciences de Munich le 25 juillet 1868 les informations suivantes. Johann Adam Eichstätt naquit le 6 janvier 1702 à Fockenhausen, fils d'un forgeron, et devait reprendre l'activité de son père. Cependant, il montra peu d'inclination pour cela, si bien qu'il s'enfuit devant le mécontentement de son père, souvent exprimé par des châtiments corporels, et chercha et obtint l'accès aux écoles savantes de Mayence. Jeune homme, il se rendit à Paris, et à l'âge de 18 ans, entra comme soldat d'abord au service français, puis au service autrichien. Bientôt, cependant, il revint à ses études abandonnées et séjourna en Hollande, à Londres, puis en Irlande et en Écosse. Il retourna en Allemagne pour entreprendre des études spécialisées et se consacra à la jurisprudence avec un tel succès qu'il obtint le doctorat en droit à Mayence grâce à une thèse de droit public. À l'âge de 29 ans, il fut appelé à l'université de Würzburg avec le titre de conseiller aulique, Aufrat, où il entreprit d'enseigner publiquement le droit public allemand, le droit naturel et le droit des gens. De cette période de son activité à Würzburg, il est important de noter qu'Eichstätt fut loué par le philosophe Brücker d'Augsbourg comme un homme que la providence divine avait choisi pour propager la vérité, améliorer l'état des études, combattre les préjugés et révéler le véritable fondement de la connaissance tant au monde savant qu'à la jeunesse étudiante. À cette époque, il n'avait cependant parcouru que la moitié de sa carrière et devait encore traverser la partie la plus riche en actions et la plus brillante. En 1741, à l'âge de 39 ans, il fut appelé à Munich comme précepteur du prince Maximilien Joseph, le futur électeur. Il réussit, malgré l'influence dangereuse exercée par le confesseur de l'électeur et du prince, le père Stadler, qui s'efforçait de ne pas arracher le futur souverain au cercle des conceptions traditionnelles, à développer chez Maximilien cette inclination pour les réformes qui rendirent son gouvernement si bénéfique pour la Bavière. Lorsque Maximilien accéda au pouvoir, son père lui laissa un pays ruiné et occupé par les forces ennemies. Il garda son ancien précepteur à ses côtés comme conseiller, l'éleva au rang de baron d'Empire et lui confia l'élaboration et la mise en œuvre de nombreuses réformes internes. On tenta en vain d'évincer cet homme éprouvé de la faveur de l'électeur, mais sans succès. Au contraire, il fut promu au rang de conseiller privé effectif, Wirklicher Geheimrat, et simultanément administrateur du tribunal territorial libre de Hirschberg et vice-président du conseil électoral d'Ingolstadt, avec les fonctions de directeur de l'université et de professeur de droit public allemand, de droit naturel, ainsi que de sciences camérales. La vieille université d'État bavaroise, qui à l'époque de la Réforme passait pour un vivier d'érudition théologique, ne répondait plus depuis longtemps à son ancienne renommée. Alors que d'autres hautes écoles allemandes s'élevaient de la barbarie traditionnelle au début du XVIIIe siècle, Ingolstadt n'avait été touché par aucune innovation. Maximilien Joseph reconnut la nécessité de redresser pour le bien public l'université qui, par de graves troubles de guerre et d'autres aléas, avait grandement déchu de son ancienne splendeur, comme il le disait lui-même, et à cette fin nomma Eichstätt directeur de l'établissement et premier professeur à la faculté de droit durant l'été 1746. Eichstätt avait non seulement la tâche de veiller avec le recteur et le Sénat aux meilleures dispositions possibles
pour le relèvement de l'université, mais aussi la mission délicate et clairement formulée d'obliger les professeurs à l'observation scrupuleuse des ordonnances électorales et, si nécessaire, de les tenir pour responsables. Par son enseignement en tant que professeur de droit naturel et des personnes, de police et d'économie financière, Hickstadt s'engagea dans un domaine jusqu'alors totalement inexploré à Ingolstadt et dont le développement nécessita de nouvelles nominations. C'est ainsi que le père de Weishaupt fut également appelé de Würzburg à Ingolstadt comme professeur à la faculté de droit. Si ces innovations avaient certes rajeuni la faculté de droit, la chaire de droit canonique, elle demeurait entre les mains d'anciens titulaires, qui échappaient pour ainsi dire à l'influence souveraine. Celle-ci, comme l'ensemble des facultés de théologie et de philosophie, était la propriété exclusive de l'ordre, qui dominait l'université depuis 2 siècles. À côté des membres de la Compagnie de Jésus, les quelques malheureux médecins qui, ignorant des progrès de leur science, figuraient piteusement comme 4e faculté, ne pouvaient guère être pris en considération, pas plus qu'avant Hickstadt les quelques membres laïcs de la faculté de droit. Hickstadt dut surmonter une résistance farouche. L'envie, la jalousie, le mécontentement face à cette fonction jusqu'alors inconnue d'inspecteur omniscient, qui perturbait avec énergie les habitudes et les situations confortables d'antan, ne tardèrent pas à se manifester. Ce phénomène n'avait rien de surprenant. Il se retrouve partout où règnent des conditions similaires. Mais ici s'ajoutait un conflit d'une importance toute particulière que nous devons éclairer pour comprendre la raison du renvoi ultérieur d'Adam Weishaupt de l'université. Kluckhohn déclare à ce sujet textuellement: « C'était un droit exercé depuis longtemps par la faculté de théologie de tenir éloigné d'Ingolstadt tout livre acatholique par une application rigoureuse de la censure. Même la jurisprudence, et il allait de soi que la philosophie aussi, restait confinée dans les limites confessionnelles les plus étroites. Soudain, le programme des cours de droit publiés par Hickstadt révéla que la plupart d'entre eux se fondaient sur des abrégés d'auteurs acatholiques. Pour les institutesses et les pandectesses, cela aurait pu passer, mais pour le droit public, annoncé d'après les Principia Juris Publici de Maskov, c'était une innovation intolérable. Et Hickstadt ne s'arrêta pas là. Il voulait mettre entre les mains des étudiants les travaux publicistes de Maskov et, disait-on, même ceux de Ludwig. Et lorsque la réimpression du droit public allemand de Maskov fut contestée par la censure à Ingolstadt, Hickstadt se procura les exemplaires nécessaires à Leipzig. Un violent conflit éclata, dans lequel se distingua notamment Ecker, qui était à la tête de la faculté de théologie. Celui-ci, en tant que censeur ecclésiastique, découvrit une série de positions suspectes, même dans le fascicule sur le droit naturel qu'Hickstadt avait précédemment présenté au prince électoral, et qu'il voulait faire imprimer pour ses auditeurs actuels. Il contraignit l'auteur à toutes sortes de corrections, jusqu'à ce qu'Hickstadt, dans une colère extrême, renonça provisoirement à l'impression. Il fut exigé de l'électeur que seuls des auteurs catholiques fussent admis à l'université, ou du moins des auteurs acatholiques dont l'innocuité aurait été préalablement vérifiée par la faculté de théologie. Une telle ordonnance, pourtant souhaitée, ne fut pas accordée, Hickstadt ayant rectifié le 22 janvier 1747 que les auteurs contestés étaient lus sans aucune objection dans les universités de Mayence, Würzburg, Bamberg et Fulda. Il va de soi que la paix n'en fut pas rétablie, mais que les hostilités sous forme de plaintes diverses persistèrent. Ce furent notamment dans les années qui suivirent les accusations récurrentes selon lesquelles des imprimés suspects, jugés dangereux pour l'Église, étaient introduits clandestinement et recommandés. Finalement, il fut affirmé que des conversations de table dangereuses pour l'Église se tenaient dans l'entourage du directeur et dans son cercle d'amis le plus proche. Concernant ces conversations de table, il convient de noter que les professeurs, en partie pour améliorer leurs revenus, en partie sans doute aussi pour exercer une influence privée, offraient aux étudiants le déjeuner contre paiement, une coutume alors très répandue. Ce sont ces conversations de table, tenues au domicile du professeur, qui furent tellement calomniées qu'en 1752, Ecker prêcha même avec passion en chair contre les savants promoteurs du luthérianisme. 2 autres curés suivirent cet exemple, si bien qu'il fut bientôt dit à Ingolstadt que l'ancienne université catholique vacillait dans sa foi. Hickstadt demanda réparation. Le contenu du sermon d'Ecker fut consigné par procès-verbal, tandis que la faculté de théologie adressa à l'électeur une requête qui regroupait toutes les plaintes contre les juristes suspects. Cette dernière l'emporta apparemment au début, Hickstadt étant sommé de rendre des comptes, et l'on devait accorder le retrait des livres protestants ainsi qu'une application plus stricte de la censure. Cependant, après qu'Hickstadt eut soumis le 9 août 1752 un vaste mémoire dans lequel il réfutait sans embâche toutes les accusations avec des mots énergiques, et qu'il eut personnellement défendu sa cause à Munich,
l'électeur trancha définitivement le différend dans un sens libéral. Ecker dut faire amende honorable devant le Sénat réuni. L'usage de livres acatholiques sur la jurisprudence et les sciences politiques fut autorisé tant que les professeurs n'auraient pas rédigé leurs propres abrégés, et l'exercice de la censure, de manière rigoureuse et traditionnelle, fut jugé obsolète. Le différend ainsi réglé, Hickstatt poursuivit son activité d'enseignement pendant encore 13 ans, jusqu'à ce que des forces plus jeunes, dont certaines avaient grandi sous sa direction, et parmi elles plus tard Adam Weishaupt, puissent prendre sa place. Hickstatt ne fut ensuite pas toujours présent à Ingolstadt, souvent seulement de manière temporaire, mais il conserva néanmoins la direction de l'université, même lorsque l'électeur le rappela auprès de lui pour des affaires d'État. Telle était la situation à Ingolstadt lorsque Adam Weishaupt reçut sa première instruction scolaire et fréquenta l'université en tant que jeune homme. La formation intellectuelle et le développement du caractère de Weishaupt jusqu'à la fondation de l'ordre. Le père de Weishaupt, Johann Georg Weishaupt, est né en 1717 à Brilon, dans le district gouvernemental prussien d'Arnsberg, en Westphalie. Il fut appelé à Ingolstadt par Hickstatt par décret du 14 octobre 1746 en tant que professeur des institutions impériales et de droit criminel. Et c'est là qu'Adam Weishaupt naquit le 6 février 1748, tenu sur les fonds baptismaux par Adam Hickstatt. Le jeune garçon perdit très tôt son père. Celui-ci mourut dès septembre 1753 lors d'un séjour de vacances à Heiligenthal près de Würzburg à l'âge de 36 ans. Comme il a déjà été dit, l'ensemble du système d'enseignement secondaire en Bavière était depuis 2 siècles entre les mains des jésuites qui dirigeaient entièrement l'éducation de la jeunesse selon leurs principes. Cependant, cela ne pouvait guère convenir aux garçons vifs d'esprit auxquels il était évidemment impossible de se soustraire à cette influence. Le jeune garçon dut suivre leur enseignement à contre-cœur, et il est certain que l'aversion pour ce type d'instruction, qui fut plus tard suivie d'une ardente volonté d'éliminer de tels abus, s'est implantée très tôt dans son esprit. Weishaupt écrit sur cette période de sa jeunesse dans l'addendum à sa justification de mes intentions: « Je suis entré à l'école pour la première fois à l'âge de 8 ans et demi. Il est vrai que nous devions nous confesser sans cesse, assister aux offices extérieurs et surtout accomplir les dévotions à l'heure, à ceux des jésuites, saints. Mais c'était tout. Il voulait ainsi, non par la raison, mais par l'éclat extérieur, par l'habitude et les automatismes, maîtriser à tel point le jeune esprit qu'il n'aurait à l'âge mûr nul besoin de raisons plus profondes. Notre seule instruction, chaque vendredi, consistait à réciter par cœur un passage de notre Canisius en le marmonnant. Lorsque les prix étaient distribués vers la fin de l'année, une récompense de ce genre était également destinée à celui qui, lors de l'examen, avait donné les meilleures preuves de son instruction en christianisme. Et maintenant, que le monde entende ces preuves et qu'il dise si j'ai tort. Nous devions attendre à tour de rôle, le plus souvent par ordre alphabétique, à la porte de la pièce où s'étaient réunis 3 de nos juges de la foi. Le premier, après le signal donné, entrait et devait résoudre non pas une question de foi, mais une énigme tirée du Canisius. Par exemple, nous devions réciter le Paternoster à l'envers sans hésitation. Nous devions dire combien de fois et, in ou cum figuraient dans le premier chapitre, ou bien on nous donnait 2 ou 3 mots à partir desquels nous devions immédiatement poursuivre, et ce, autant de fois que ces mots étaient contenus dans ce chapitre. Lorsque chacun à son tour avait répondu à ces questions, devant ce tribunal religieux secret, le préfet venait à la porte. Que le monde entier dise maintenant ce qu'il pense de cet enseignement religieux. C'est cet enseignement et aucun autre, car leur sermon n'était guère meilleur, que je reçus jusqu'à mes 15 ans, âge auquel je quittais le gymnase pour entamer le cursus universitaire. De cette manière, je suis parvenu, je puis le dire, à l'âge de 20 ans, sans pouvoir avancer d'autres preuves de la vérité de ma religion que « ainsi m'a-t-on enseigné »,« ainsi dit l'Église ». Ce droit de l'Église est fondé sur la Sainte Écriture, et l'Église a le droit de déterminer le sens douteux de l'Écriture. Que doit devenir un tel homme s'il tombe sur d'autres livres, s'il fréquente des esprits raisonnables, s'il entre dans le monde en sortant de l'école avec une si faible défense et préparation? Selon l'opinion courante, Hickstatt se serait tout particulièrement dévoué au jeune orphelin. S'il est indubitable qu'Hickstatt protégea Weishaupt dans les années ultérieures, son soutien durant les dernières années d'études de Weishaupt a cependant dû être grandement surestimé. Sans quoi une lettre de la mère de Weishaupt, datée du 12 décembre 1766, demeurerait inexplicable. Celle-ci écrit à la date indiquée au conseiller secret Lippert: « Très honorable et très respecté monsieur le conseiller secret. Votre Excellence, ne m'en veuillez pas de vous écrire et de vous exposer ma détresse. La chambre de la cour a retiré à mon fils la bourse qu'il recevait de l'université,
et je ne sais plus comment m'y prendre pour qu'il puisse achever ses études et enseigner le droit. Nous sommes abandonnés de tous, personne ne veut nous venir en aide. Aussi, je vous prie, Votre Excellence, de bien vouloir lui venir en aide par un conseil ou une recommandation. Il saura certainement bien vous récompenser. Je suis veuve depuis déjà 14 ans et je dois vivre avec 300 florins. Je ne peux lui procurer ni livres ni quoi que ce soit d'autre, et pourtant il a un talent qu'on pourrait assurément mettre à profit. Il me fait mal au cœur de ne pouvoir l'aider, etc., etc. Cet appel à l'aide émanant d'un cœur maternel fut en tout cas couronné de succès, car le jeune Weishaupt fut mis en mesure d'achever ses études et de passer son doctorat 2 ans plus tard. Mais il ressort également de cette lettre que la mère et le fils, abandonnés de tous et auxquels personne ne voulait venir en aide, pas même Eichstätt, ne pouvaient avoir envers ce dernier aucune raison de gratitude particulièrement profonde, contrairement à ce qui avait été affirmé jusqu'alors. Que Weishaupt ait été un esprit résolument très capable et qu'il se soit efforcé d'assimiler en profondeur les connaissances de son époque pour sa future profession, le texte de son diplôme de doctorat de l'année 1768 en témoigne. Celui-ci fut délivré à l'instigation du neveu d'Adam von Eichstätt, Peter von Eichstätt, lequel, après avoir étudié le droit à Mayence et Iéna et obtenu son doctorat à Ingolstadt avec un succès extraordinaire, fut nommé en 1764 à la demande d'Eichstätt d'abord professeur extraordinaire, afin de reprendre les cours de droit public allemand à la place du directeur. En 1765, lorsqu'Adam von Eichstätt se retira complètement, le neveu fut promu professeur ordinaire, puis conseiller au Lick, mais il tomba malade prématurément et mourut dès 1771. Le document volumineux et fort intéressant, rédigé en latin sur parchemin et conservé aujourd'hui aux archives de l'ordre des Illuminati à Dresde, se lit comme suit dans sa traduction. Au nom de la sainte et individuelle Trinité. Amen. Nous, Peter von Eichstätt, docteur en droit, conseiller au Lick effectif du très gracieux et très puissant électeur, duc de Haute et Basse-Bavière, etc., professeur ordinaire de droit naturel et de droit public commun, ainsi que des institutions impériales à la vénérable catholique et électorale université d'Ingolstadt, et à présent doyen de la célèbre faculté de droit, ainsi que les autres docteurs de la dite faculté, conseillers au Lick électoraux et professeurs actuels, adressons nos salutations et la paix du Seigneur à tous ceux qui prendront connaissance de ce document. Nous croyons agir avec justice et conformément à notre devoir, en admettant aux plus hauts honneurs et dignités des hommes non pas indignes, mais distingués et éprouvés par leur érudition. Car de même que nous estimons injuste, inhumain et étranger à toute équité de la justice distributive d'admettre les uns et de refuser les autres, les privant ainsi des titres honorifiques et des récompenses qui leur sont dues, il convient d'adjoindre au nombre des plus choisis et des plus illustres, en raison de ses mérites les plus recommandables et les plus éminents, le très célèbre M. Adam Weishaupt d'Ingolstadt, Bavière, jusqu'à présent répétiteur public de droit dans notre autre école, lequel durant 3 ans a non seulement manifesté un zèle infatigable par d'excellentes preuves au sein de notre Athénée, mais a également suivi pendant 2 ans les cours sur les institutions de Justinien, le droit naturel et public commun, ainsi que le droit privé pendant 1 an, avec une louable assiduité. S'étant distingué par les fruits acquis ici, il s'est montré durant toutes ces années par une modestie éminente et virile en de nombreuses occasions, notamment lors d'entretiens privés, comme un homme des plus versés dans toute la littérature et les études humaniores, ainsi que dans diverses langues. Et de même qu'en notre université, il a suivi à maintes reprises et avec une attention totale dans des cours privés, le droit féodal, naturel, général et des personnes, de même que le droit public allemand, dans une succession ininterrompue. Il s'est montré, après en avoir tiré profit et réalisé des progrès éminents, comme un candidat en droit des plus louables, digne de la meilleure censure et de la plus grande espérance par de nombreuses preuves de sa vaste érudition. De même, il a suivi pendant 2 ans, avec le zèle le plus ardent, les cours publics et privés qui ont coutume d'expliquer le Code Maximilien, et a donné à plusieurs reprises des preuves publiques des progrès qu'il y a réalisés, mais aussi du jugement de sa perspicacité singulière. De plus, durant ces mêmes 2 années, il a fréquemment assisté aux cours, tant publics que privés, sur le code de droit et criminel bavarois, avec la plus louable assiduité et un zèle infatigable dans son application particulière, ce qui s'est magnifiquement avéré publiquement. Puisqu'il joint à cette érudition extraordinaire les mœurs les plus honorables en tout point, il ne fait aucun doute qu'en son temps, il deviendra, pour son honneur et celui de sa noble condition, un instrument précieux et désiré de notre patrie. Ayant jugé cela utile, honorable et conforme à son intention, il nous a adressé la requête de lui confirmer par notre autorité et notre censure les connaissances qu'il a acquises par l'étude approfondie des 2 droits,
et de lui conférer le grade de docteur des deux droits. Nous avons donc volontiers accédé à cette très juste demande pour lui faire part de son vœu bien mérité. C'est pourquoi, conformément à l'usage et à l'ancienne coutume de notre faculté, nous avons tenu un examen privé, tentamen, le 1er juillet de cette année 1768 dans notre collège, concernant ses progrès dans le double droit souvent mentionné, et comme il y a donné les preuves les plus brillantes et les plus extraordinaires de son érudition, nous avons dû le convoquer bientôt à l'examen public ou rigoureux au cours duquel, le 4e jour du mois et de l'année susmentionnée, il a reproduit avec la plus grande habileté et le plus grand esprit tout ce qu'il avait mémorisé au lieu et à l'heure indiquée, et a répondu aux questions les plus difficiles avec la plus grande pertinence et solidité, correspondant ainsi pleinement à l'opinion que nous étions déjà formés de lui. Il a été déclaré digne, à l'unanimité, de se voir décerner et conférer la plus haute couronne de laurier ou le doctorat des deux droits. Après avoir ainsi obtenu le 6e jour de juillet susmentionné le grade de licencié des deux droits selon les formalités d'usage, il a été, en ce jour d'aujourd'hui, inscrit ci-dessous, après avoir prêté les serments d'usage, en présence notamment du magnifique recteur de cette vénérable université, ainsi que de tous les professeurs de notre faculté, et également des très vénérables, nobles, célèbres et distingués docteurs et professeurs de la plupart des autres facultés, le susnommé noble et célèbre monsieur Adam Weishaupt, licencié des deux droits, enfin légitimement et publiquement déclaré et créé dans ce même double droit au grade de docteur par le très célèbre, magnifique et très expérimenté monsieur Johann Paul Sutor, docteur en droit, conseiller aulique effectif du très gracieux et très puissant électeur des deux Bavières, duc, etc., et professeur ordinaire des Pandectes à notre estimée université, notre très honoré collègue, et également coopté publiquement au nombre de nos doctorants, non moins doté de tous et chacun des droits d'enseigner, d'expliquer, d'écrire et de correspondre publiquement et privément partout dans le monde sur cette science du droit, ainsi que d'autres privilèges, libertés et prérogatives qui reviennent aux docteurs légitimement nommés ou selon le droit et la coutume de notre estimée haute école et aux faveurs particulières de notre collège juridique ou de la manière dont celles-ci peuvent être obtenues avec plaisir. Pour confirmation, authentification, en souvenir éternel et comme témoignage approprié pour tous, nous avons fait établir ce document au nom du même noble, célèbre et excellent monsieur Adam Weishaupt, docteur en droit légitimement nommé, et le faire signer par le notaire impérial et universitaire, ainsi que le faire mûrir du grand sceau de notre collège juridique. Ingolstadt, le 9 août 1768. Ce document est signé par Ferdinandus Maria Mendel, notaire universitaire. Le sceau de cire rouge de l'université, appendu dans une capsule de buis, est intact. L'orthographe du nom Weishaupt est ici encore Weishaupt, W-E-I-S-H-A-U-B-T, conformément à l'orthographe de l'époque. Par exemple, le mot Überhaupt en général était également écrit Überhaupt, B-T à la fin. Quelques années plus tard, Weishaupt écrira son nom dans ses lettres avec un P, comme il est encore d'usage aujourd'hui. Il ressort clairement de ce document que Weishaupt, dès son jeune âge, il avait 20 ans, pouvait se targuer d'un savoir qui, indépendamment de toute protection, le légitimait pleinement pour le poste qu'il occupa bientôt à l'université. Il a déjà été dit que l'université d'Ingolstadt était entièrement aux mains des jésuites depuis environ 200 ans, lesquels occupaient les chaires avec les membres de leur ordre. On aurait donc pu s'attendre à ce que l'œuvre d'Ickstadt, qui s'efforçait de libérer l'université de ses entraves, réalisât des progrès significatifs grâce à la suppression de l'ordre des jésuites le 21 juillet 1773. Ce ne fut cependant pas le cas. Concernant la suppression de l'ordre des jésuites, nous nous contentons ici de signaler que le pape Clément XIV, cédant à la pression des circonstances causées par l'activité des jésuites, étendit l'interdiction de l'ordre, déjà prononcée par les gouvernements du Portugal, de l'Espagne et de la France, à l'ensemble de la chrétienté catholique. La bulle Dominus ac Redemptor Noster contient la phrase caractéristique suivante: considérant que ladite société ne peut plus porter les fruits pour lesquels elle fut fondée, et qu'il est même à peine possible que la véritable et durable paix puisse être rétablie dans l'Église tant qu'elle subsistera, je la supprime, je l'abolis, je l'éteins et la dissous avec mûre réflexion, en pleine connaissance de cause et en vertu de la plénitude de la puissance apostolique. Quoi que l'on puisse penser des jésuites, on ne pourra leur contester une chose, ils disposaient en tout temps d'enseignants compétents, capables d'occuper leur place, même si c'était dans leur propre optique, car ils maîtrisaient le savoir de leur époque. Dans un pays comme la Bavière de l'époque, où le système scolaire était incroyablement défaillant et où les enseignants faisaient défaut partout, on fut contraint de confier à nouveau les chaires aux professeurs jésuites, à moins de vouloir fermer l'université faute de personnel enseignant.
Cette tolérance, dictée par la nécessité, créa naturellement des conditions propices à toutes sortes d'intrigues, de querelles, de calomnies, dont Weishaupt, selon ses dires, eut tout particulièrement à souffrir. Que cela soit exact et ne manque nullement de fondement, les lettres de Weishaupt lui-même ainsi que celles de son protecteur Eichstadt en témoignent. Toutes deux étaient adressées au conseiller secret Laurie, un élève d'Eichstadt et co-directeur de l'université à ses côtés, et sont conservées aux archives secrètes d'État royal de Bavière. Avant d'examiner ces lettres plus en détail, nous publions ici une missive tirée des documents Lippert, propre à éclairer d'un jour nouveau la situation universitaire, le comportement d'Eichstadt envers Weishaupt et les raisons pour lesquelles des postes de professeurs étaient sollicités. Numéro 82 des documents Lippert. Très noble, très savant et particulièrement très honoré, monsieur. Après m'être remis d'une légère indisposition, je viens vous exprimer ma gratitude pour toutes les courtoisies qui m'ont été témoignées à Munich et m'enquérir de votre bien-être mutuel que j'espère excellent. Je regrette aussi vivement que M. von Abendorfer n'ait pas réussi dans sa requête, ce qui nous aurait été avantageux à lui et à moi. À Munich, les choses se passent étrangement. On m'a dit qu'aucune chaire de professeur ne serait créée car il y en avait déjà une de trop. Et quand je rentre chez moi, j'apprends que pendant le temps où je sollicitais le poste de conseiller, M. Weishaupt a été nommé professeur extraordinaire grâce au patronage de M. le baron von Eichstadt, avec la permission de donner également des cours privés à tous et de délivrer des attestations, ce qui conviendra parfaitement aux juristes et leur permettra d'utiliser l'argent restant pour se divertir. Car M. Weishaupt leur donnera très volontiers toutes les attestations pour un thaler bavarois, puisqu'il n'y a rien d'autre, et comme on dit, il devrait épouser une demoiselle d'Eichstätt qui n'a pas non plus un sou. D'autres prétendent même qu'il était marié à Eichstätt pendant les vacances de Pentecôte, ce qui a fortement irrité M. le baron von Eichstadt, qui a déclaré que si cela était vrai, Weishaupt ne devrait plus rentrer chez lui. La raison en était qu'il voulait lui donner une jeune demoiselle Weinbach en mariage, et Eichstatt se sent donc trompé. Cependant, ce jeune homme charmant, net, s'est fait des ennemis parmi tous les professeurs et a provoqué de telles vexations que cela s'est passé comme pendant la guerre de Pologne, car ce Weishaupt se laisse utiliser pour tout. Il a méprisé tous les messieurs, les professeurs de droit, à l'exception de M. von Weinbach, et a menacé de s'allier avec Weinbach pour causer assez de tracas aux autres. Un conseil a alors été tenu et son tort lui a été reproché avec la plus grande fermeté. Malgré cela, il leur adresse presque quotidiennement de nouvelles grossièretés, bien qu'il n'y ait presque personne ici qui ne l'ait aidé en temps d'études avec de l'argent pour sa subsistance ou des vêtements. J'entends dire que messieurs les professeurs se sont plaints auprès des plus hautes instances que contre ce jeune homme qui se laisse utiliser pour tout par la maison Eichstadt afin de prévenir tous les maux à venir. Il se peut bien que ce charmant, net homme n'accède pas au poste de professeur ordinaire, c'est pourquoi j'ai été encouragé par plusieurs bons amis dans cette situation à solliciter la chaire pour mon fils afin qu'il puisse obtenir un revenu plus tôt et que la maison, qui est notre principal patrimoine, ne soit pas vendue par nécessité ou ruinée par les mauvais locataires d'ici. Car si je n'obtiens rien cette fois-ci, ou du moins une expectative, je n'aurai plus d'espoir pendant de nombreuses années. Car déjà, un jeune Eichstadt et un jeune Weinbach sont de nouveau en attente, tous deux voulant étudier le droit et devenir professeurs. C'est pourquoi je prie très respectueusement votre très noble Excellence de bien vouloir prendre la grâce de s'informer auprès de tel ou tel Monsieur le Ministre ou de la bonne résolution que messieurs les professeurs ici ont obtenue pour leur plainte, ou si Weishaupt leur sera imposé comme un second fardeau, car ils disent qu'ils ne peuvent plus supporter le premier barreau du baron von Eichstadt. Je vous prie donc très humblement de bien vouloir m'assister, comme toujours, de votre bon conseil sur la manière et ce que je devrais faire, et je me recommande ainsi que les miens à votre grâce, et je demeure toujours votre très obéissant serviteur. Ingolstadt, le 15 juin 1772, votre très obéissant serviteur, M.J. Schiltenberg. Ce courrier révèle donc qu'Eichstadt voulait contraindre son filleul à un mariage qui lui était contraire. Weishaupt épousa cependant le 11 juillet 1773 la dame d'Eichstätt mentionnée ici, nommée Afra Sausenhofer, sans qu'Eichstätt ne lui ferme sa porte. Ce dernier avait d'ailleurs un besoin si pressant du jeune professeur, dont les connaissances et les aptitudes étaient indispensables, vu le manque flagrant d'enseignants compétents. Quant aux manigances et aux hostilités reprochées à Weishaupt par Schiltenberg, on en discerne très précisément les raisons chez Prantl. Celui-ci écrit ce qui suit à la page 572. En 1772, cependant, notamment depuis la nomination du jeune Weishaupt, une vive opposition se releva de nouveau contre Eichstadt. Elle avait son siège principal au sein de la faculté de droit, mais était également soutenue par le théologien Leitner.
Tandis qu'Ickstadt s'adressait aux princes électeurs pour se plaindre, Ciardi, Schmidt et Prüger, de leur côté, empruntaient la même voie pour faire valoir, sous la forme la plus acerbe, leurs griefs contre Ickstadt et Weishaupt. Ils soulignaient que Weishaupt n'était devenu professeur que comme le Godke, c'est-à-dire le filleul d'Ickstadt, ainsi que le fait que Weishaupt formait une faction d'Ickstadt avec le neveu d'Ickstadt, Weinbach. À la page 597, il est dit: celui-ci, Weishaupt, fut d'abord nommé en 1772 uniquement pour compléter les faibles effectifs d'enseignants de Sutor et ne devait participer ni aux émoluments ni aux séances. Mais après quelques mois, il obtint non seulement l'autorisation de donner des cours ordinaires, mais aussi un siège et une voix au sein de la faculté, ainsi qu'une voix consultative au Sénat. Mais à ce sujet, la faculté souleva alors la tempête déjà mentionnée plus haut, laquelle était en réalité dirigée personnellement contre Eichstätt. Car ce qui fut avancé contre Weishaupt, tiré de la préface d'un de ses écrits imprimés, ne pouvait vraiment pas suffire à une accusation, mais tout à plus comme preuve que Weishaupt, dans un langage chaleureux et élégant, exprimait son enthousiasme pour les principes de droit naturel de Hugo Grotius, Leibniz et Wolff, et qualifiait l'accent excessif mis sur le jus patrium d'erreur. Eichstätt écrit maintenant ce qui suit à Laurie au sujet de l'introduction de Weishaupt. Très honorable et particulièrement très respecté, monsieur le conseiller secret, votre Excellence. Je vous exprime ma gratitude pour l'assistance diligente apportée au professeur Weishaupt. Avant-hier, vendredi, il était introduit au conseil académique. Son Principium Solenne, qu'il a rédigé rapidement, je le joins ici. Cela a provoqué un grand tumulte parmi ceux qui se sont sentis visés, en particulier le professeur Siarki, qui les a d'ailleurs traités de la manière la plus grossière. Mardi prochain, il sera admis à la faculté. Le discours est certes un peu mordant, mais puisqu'il est décrété qu'il enseigne le ius commune, chacun devra nécessairement faire valoir son utilité contre ceux qui, tel Nestor, radotent constamment aux auditeurs. Je me recommande à votre ancienne et bonne amitié pour les siècles des siècles. De votre Excellence, le très obéissant serviteur, Ingolstadt, le 26 juillet 1772, baron von Eichstätt. Notre jubilé a été célébré de manière assez solennelle. Deuxièmement, Weishaupt doit faire imprimer le discours. Par sa protection, Eichstätt ne faisait qu'accomplir la tâche qui lui était assignée d'élever le niveau de l'université. Dès la fin de l'année 1773, donc très peu de temps après la suppression de l'ordre des Jésuites, Weishaupt se vit par conséquent confier la chaire de droit canon que seuls les Jésuites avaient occupée jusqu'alors, devenant ainsi la cible d'attaques de toutes sortes visant à destituer autant que possible le jeune professeur de 25 ans ou à le dégoûter de sa fonction. C'est à cette dernière intention, par exemple, qu'il faut en tout cas attribuer le fait que Weishaupt ne pouvait percevoir son salaire, si bien qu'il fut contraint d'envoyer au conseiller secret Laurie à Munich la lettre suivante, dont le style paraîtrait aujourd'hui assez confus. Votre Excellence, très honorable monsieur le conseiller secret, très estimé bienfaiteur, après que tant d'écrits de mémoire et de suppliques insistantes pour obtenir le versement de ma solde en retard depuis 3/4 d'année n'aient abouti à rien, de sorte que non seulement je n'ai reçu aucune instruction de la haute école locale, mais qu'en plus, tandis que tous les autres professeurs ont perçu leur solde ces jours-ci, je suis le seul à ne l'avoir pas reçu, ni de la haute école, ni même de l'ordre du protériat albertain, je ne peux en conclure autre chose sinon que l'on est là de mes services, et que bien qu'ayant entrepris toutes les démarches légales pour recouvrer mon dû, je n'ai rien pu obtenir. Il ne me reste donc qu'un seul moyen, suspendre mes cours jusqu'à ce que je sois entièrement destitué, soit que je reçoive mon dû. Je puis assurer votre Excellence que cette démarche n'est pas un mépris des ordres les plus gracieux, mais me contraint par l'extrême nécessité. Je suis d'ailleurs, avec tout le respect dû de votre Excellence, le très humble et dévoué serviteur, Ingolstadt, le 2 janvier 1774. Weishaupt. Cette lettre est éclairée davantage par un courrier d'Ickstadt daté du lendemain, le 8 janvier 1774, dans lequel il écrit à Laurie. L'habile et avant tout diligent monsieur le professeur Weishaupt doit pourtant endurer toutes sortes de malheurs. Avant-hier, j'ai rendu visite au monsieur le procureur et administrateur intérimaire du collège albertain et l'ai interrogé entre autres pour savoir si les salaires étant désormais versés ici, monsieur le professeur Weishaupt avait déjà reçu son trimestre. Eichstätt reçoit la réponse non, car il était douteux de savoir quelle caisse devait payer, si c'était la caisse de l'université ou celle de l'Albertinum, un séminaire jésuite dont les revenus, après la suppression de l'ordre des jésuites, étaient utilisés pour les dépenses universitaires. Avec ces revenus, les professeurs ex-jésuitiques étaient autant que possible les premiers à être satisfaits.
De même, monsieur le professeur de théologie morale Schmitt vient me voir et me rapporte que selon ce qu'on entend dire, les pensionnaires et les professeurs ex-jésuitiques ont tous reçu leur dû, mais que Schollinger et d'autres professeurs n'ont encore rien perçu. Ainsi, les complots n'ont pas de fin. Ceux-là cherchent par tous les moyens à utiliser les revenus de l'albertinum, principalement pour leur rente. Ils se cachent tous derrière les comptes Praising, lesquels doivent claironner devant la moitié de la ville des calomnies contre les professeurs laïcs et quelques ecclésiastiques. Quant au titulaire professeur Weishaupt, il le dépeigne comme un esprit libre parce qu'il s'oppose à Rautenstrauch. Contre le professeur Schmitt, il répand toutes sortes d'histoires dans le public. Moi, il n'ose pas m'attaquer publiquement, mais secrètement, il me souhaite certainement au diable. Cette lettre contient en post-scriptum: l'orgueil et les nombreuses tracasseries dont monsieur le professeur Weishaupt est l'objet l'ont incité à se rendre lui-même à Munich pour quelques jours. Que votre Excellence ait la bonté de protéger le meilleur de tous nos professeurs et de le renvoyer ici satisfait. Weishaupt a entrepris ce voyage suggéré à Munich, et le succès de celui-ci a dû le placer sur un pied beaucoup plus intime avec Laurie, car ses lettres ultérieures à ce dernier révèlent désormais un caractère plus confidentiel et mettent à nu, sans retenue, les mots de l'université. En outre, ce voyage à Munich a été important pour Weishaupt, car à la suite de celui-ci, l'idée de fonder un ordre prit une forme plus concrète. Il écrit dans la troisième section de Pythagore, que nous devrons citer intégralement plus tard, que, durant ce séjour, à l'instigation de son prédécesseur, c'est-à-dire d'un professeur jésuite, il put heureusement anéantir une calomnie ourdie contre lui à la cour. Cette circonstance lui montra la nécessité d'un soutien et d'un appui dont il était dépourvu, car Eichstätt lui retira également et bientôt son amitié, et dès le printemps de l'année 1775, amitié qui dégénéra finalement en inimitié. Pour caractériser davantage la situation de l'université d'Ingolstadt, deux extraits de lettres du professeur Schollinger peuvent encore servir, lui qui, comme il ressort de la lettre d'Eichstätt, souffrait également des agissements jésuitiques. Celui-ci écrit à Laurie le 4 août 1774: quels troubles les ex-jésuites n'ont-ils pas causés partout par leurs calomnies et diffamations répandues? Un seul professeur étranger est-il resté épargné? Et il en sera toujours ainsi tant qu'on leur laissera des chaires d'enseignement et des confessionnaux, et qu'ils pourront résider ensemble dans les villes, voire même à la cour. Le 19 septembre 1774, il se plaint auprès de Laurie. N'y aurait-il donc plus aucun moyen d'humilier ces gens et de les amener à se connaître eux-mêmes? Je crois que le péché originel de l'Institut jésuite ne peut être lavé ni effacé par aucun baptême, qu'on leur retire les chaires d'enseignement, de prédication et de confession. Alors ils pourront certainement faire moins de mal. Il ne devait pas être facile dans de telles circonstances d'occuper une chaire de professeur à l'université d'Ingolstadt, car il est évident que des divisions partisanes devaient surgir parmi les professeurs. Mais même ceux qui n'appartenaient pas au parti jésuite se divisaient à leur tour en factions, provoquées par le système de patronage d'Eichstätt. Weishaupt, qui devait lui-même sa position à la protection d'Eichstätt, de Laurie et à l'intercession du professeur von Leitner, ce dernier le recommande chaleureusement à Laurie dans une lettre du 19 octobre 1771, n'était cependant nullement d'accord de voir des personnes qui lui semblaient incapables être pourvues de chaires supplémentaires par la voie du patronage. D'autant plus que, selon son jugement, il y avait déjà suffisamment de professeurs paresseux et médiocres dont il devait finalement assumer le travail. Nous abordons ici un chapitre qui doit être éclairci davantage, parce que des écrivains plus récents ont tout particulièrement mis en avant l'ingratitude de Weishaupt envers Eichstätt comme signe de son caractère médiocre, ainsi que sa soif d'accaparer les postes. À la lumière des lettres originales, bien des choses apparaîtront désormais sous un tout autre jour. Weishaupt écrit à Laurie depuis Ingolstadt le 7 janvier 1775. Au demeurant, je juge bon de signaler en secret à votre Excellence quelques lacunes, tant dans l'essence de l'université que dans notre faculté, afin que votre Excellence puisse un jour en faire usage. Je n'écris rien que je ne me sente capable de prouver, et dont l'ensemble du public local n'est pas suffisamment informé. 1. Notre faculté est la plus misérable en termes de professeurs. Les professeurs Brugger, Sutor et Weinbach sont entièrement inactifs et Dominique maudit, maître à leur aise. Et ils ne peuvent pas. Bref, ils ne sont pas du tout modernes. Pourtant, c'est encore une chance que nous les ayons, sinon, toutes les réponses resteraient en suspens. Les professeurs Schmitt et Ziardi sont des gens zélés, qui voudraient bien mais ne peuvent pas. Mais en matière d'enseignement, ils ne sont pas heureux et ne rencontrent aucun succès. Sutor et Weinbach sont les plus lourds fardeaux de la faculté, l'un par son âge désormais avancé, l'autre par son extraordinaire complaisance. Il est d'ailleurs étonnamment toléré par les universitaires, surtout les étrangers, qui tous se plaignent d'être trompés dans leurs projets par les pandectes comme leur étude principale. J'ai également proposé, en raison de l'impatience et du comportement des étudiants,
de lire les pandectes à sa place. Mais il n'a pas encore voulu s'y résoudre, probablement parce que l'argent lui coûtera cher et que cela ne sera guère réalisable autrement, car les étrangers me voulaient absolument, parce qu'ils accordent peu de confiance à tous les autres. Ne serait-il donc pas possible que l'année prochaine notre faculté soit aidée par un orateur actif? Pour cela, je ne connais personne de meilleur que monsieur le chancelier Tomasini. Si cela n'est pas possible, je laisserai de côté l'histoire ecclésiastique l'année prochaine et j'assumerai un troisième cours nécessaire pour les étrangers, soit les pandectes, soit le droit public. Car dans ces deux domaines, je crois que les meilleures personnes devraient être employées, parce qu'elles attirent le plus les étrangers. Bref, notre faculté est la plus mauvaise en matière d'enseignement. Il faut préciser à propos de cette lettre que le professeur Weinbach était un parent d'Adam von Hickstatt. Avant même la mort du paladif Peter von Hickstatt, ce dernier, comme nous l'avons déjà mentionné, faisait fonction de représentant du directeur. Weinbach fut chargé pour le soutenir des cours sur les institutions, le droit naturel et le droit des personnes, afin d'hériter plus tard de la charge du défunt en tant que professeur ordinaire. En tant que parent, Weinbach bénéficie d'un soutien solide d'Adam von Hickstatt et cherchait à nommer des personnes dévouées à ce dernier comme professeur. Il s'agissait notamment d'un certain Rohrmüller, qui était protégé par lui, mais qui n'était nullement du goût de Weishaupt et d'autres professeurs. Un combat acharné s'engagea à ce sujet, qui, comme il ressort des lettres conservées aux archives de Munich, atteignit finalement une telle acrimonie qu'une rupture entre Weishaupt et Hickstatt en fut la conséquence. Cette correspondance est particulièrement appréciée par les adversaires de Weishaupt comme preuve de sa propension à la calomnie et à l'autoritarisme. Cependant, quiconque en lit le contenu sans préjugés, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment des relations peu édifiantes entre les professeurs, changera rapidement d'avis sur le ton des lettres. Il faut aussi souligner avec force que Weishaupt avait été élu doyen de sa faculté en mars 1775 et qu'à ce titre, il était tenu de révéler les mots de l'université au co-directeur Laurie. Le doyen est encore aujourd'hui élu par les professeurs ordinaires de chaque faculté comme leur représentant. Les doyens ainsi élus forment, avec le recteur magnifique, le petit Sénat. Bien entendu, l'état de l'université est l'objet de leurs préoccupations. Il n'est donc pas particulièrement surprenant que Weishaupt, qui en tant que professeur s'était déjà prononcé contre l'embauche du susmentionné Rohrmüller, qu'il jugeait totalement incapable de faire honneur à l'université, s'exprime avec encore plus de véhémence en sa qualité de doyen. Non seulement à propos de Rohrmüller, mais aussi de Weinbach, son protecteur, dont la désinvolture l'obligeait à prendre toujours plus de travail sur ses épaules. Le 19 mars 1775, dans une lettre rédigée au nom de la faculté, Weishaupt prie d'abord Laurie de ne pas se laisser convaincre d'engager Rohrmüller. Il y explique que cette proposition du professeur Weinbach a été faite contre la volonté de l'ensemble du collège et que pour cette raison, la faculté et les autres professeurs laïcs sont profondément indignés contre lui. Il poursuit ensuite textuellement. Nous n'aurions pas cru que notre indulgence méritât le coup bas qu'il nous prépare en secret. Nous voulons découvrir toutes les sources d'où procède cette affaire et je tiens à avertir d'emblée votre Excellence que des intérêts et d'autres intrigues s'y mêlent. J'ai hésité à envoyer notre rapport dès maintenant, tant que le vieux monsieur von Hickstatt est encore à Munich. Je prie instamment votre Excellence de bien vouloir empêcher que le Rohrmüller qu'il propose ne soit agréé. 1. La faculté estime qu'elle mériterait à tout le moins qu'il lui eût proposé la chose au préalable. 2. Il n'aurait pas dû proposer cet individu in consulta facultatis, ce qui peut nous causer un préjudice. 3. Ce Rohrmüller, homme très médiocre et ancien familius du professeur Schmidt, veut ainsi nous être imposé comme professeur. 4. Par conséquent, il prend en charge les institutesses gratuitement alors qu'il devrait en payer un autre. 5. Il s'est lui-même proposé d'épouser une sœur de M. Weinbach. Le 26 mars 1775, Weishaupt réécrit. J'ai eu la grâce, dans ma dernière lettre, d'exposer à votre Excellence l'embarras dans lequel notre faculté a été plongée par la conduite de monsieur le professeur Weinbach. Mais puisque nous apprenons désormais par une preuve sûre que la situation est déjà telle que M. Rohrmüller a été rappelé à Munich par l'entremise de M. le baron Hickstatt, il ne nous reste d'autre consolation dans notre désarroi que de nous adresser une fois de plus à votre Excellence. C'est en effet de son patriotisme bien connu, de son amour des sciences et de son aversion pour toute intention intéressée que nous pouvons encore espérer que nos justes préoccupations soient prises en considération et que le cercle des jurisconsultes, dont votre Excellence fut elle-même jadis membre, ne soit pas avili de manière si lamentable. Nous pouvons donc 1. Nous appuyer sur la certitude que M. von Weinbach a exercé son office très négligemment cette année
qu'à cause de cela, il a reçu à plusieurs reprises les réprimandes les plus sévères de son Sérénissime. Et si je devais comparaître à Munich en tant que deputatus facultatis juridico, je dévoilerai pour justifier notre honneur les intrigues qu'il a maintes fois ourdies pour éluder ses ordres très gracieux. 2. Je peux réellement affirmer que dans toute cette affaire, ubi de iure tertii agitur, tout s'est déroulé sans le consentement de la faculté, et que des professeurs seraient encore présents pour conférer la facultas publici, legendi, à des étrangers. 3. Vous devez en déduire qu'il s'agit donc pour Monsieur von Weinbach de percevoir 1000 florins de salaire sans rien avoir à faire, et c'est dans cette intention que je vous écris. 4. Il ne pouvait tomber sur personne d'autre que Monsieur Rohrmüller, dont il pouvait supposer qu'il prendrait en charge ses institutesses gratuitement, car celui-ci, ambitieux, saisit toutes les voies et tous les moyens pour se frayer un chemin vers la chaire de professeur, ce qui est d'autant plus manifeste qu'il a déjà cherché à s'élever par diverses propositions de mariage. Nous ne voulons pas, à vrai dire, examiner si une telle intention ne s'y mêle pas encore actuellement. Votre Excellence peut en déduire si par de tels moyens le crédit et la réputation déclinant de notre faculté peuvent être rétablis, et si au contraire nous ne serons pas, non seulement individuellement, mais aussi dans notre ensemble, des plus avilis, étant donné que 5. Monsieur le professeur Weinbach, même après avoir cédé les pandectes, veut encore se montrer négligent. 6. Ce Rohrmüller, destiné à le remplacer, sert réellement à table comme Famulus chez Monsieur le professeur Schmidt, change les assiettes des pensionnaires de cette année et est le compagnon de beuverie de 30 ou 40 étudiants. 7. De plus, il a été entendu à plusieurs reprises qu'un simple licencié en droit est obtenu chez nous la faculté d'enseigner publiquement depuis la chaire supérieure. 8. Il est à craindre qu'une agitation ne s'élève parmi les universitaires, surtout les étrangers, car ces protégés ont déjà un répétiteur. Dans de telles circonstances, je laisse à la profonde perspicacité de votre Excellence le soin de juger si l'université d'ici n'aura pas à subir une très mauvaise réputation si les étrangers qui y étudient répandent de tels arrangements et nouvelles à l'étranger. Nous pouvons à cette occasion assurer votre Excellence avec la plus grande ferveur qu'aucune haine personnelle ni aucun intérêt ne s'y mêle de notre part. Nous souhaitons plutôt que notre faculté soit enrichie d'un lecteur célèbre, travailleur, expérimenté et philosophe, qualités qui font assurément défaut à M. Rohrmüller, et puisque son Altesse électorale ne compte que 6 professeurs de droit dans son vaste pays, et que ceux-ci sont des professeurs très importants pour l'instruction des jeunes gens, nous sommes d'avis que ce n'est pas le premier venu qui doit être choisi, mais qu'une sélection rigoureuse doit être effectuée. La grâce avec laquelle votre Excellence honore les lettres des autres professeurs nous permet d'espérer que notre faculté sera jugée digne d'une prompte et gracieuse déclaration. Dans l'espoir que notre requête, assurément juste, sera agréée, je demeure de votre Excellence le très humble et très dévoué serviteur Weishaupt, doyen. Nous avons reproduit ici l'intégralité de la lettre afin que chacun puisse clairement reconnaître à son ton qu'on ne peut absolument pas y lire une quelconque intention d'accaparer des postes, mais qu'il en ressort clairement que Weishaupt n'entend pas s'opposer aux hommes méritants. Les raisons de son aversion pour Rohrmüller sont clairement énoncées. Elles devaient également avoir paru évidentes à Laurie, de sorte qu'il était enclin à agir dans le sens de Weishaupt. Autrement, Weinbach n'aurait pas écrit à Laurie le 15 avril 1775 « Votre Excellence recommande l'unité. Pour ma part, je me garde bien d'être un fauteur de trouble. Si seulement les autres pensaient de même, car il sera connu de votre Excellence que notre doyen, le professeur Weishaupt, trouble notre système actuel et par dépit envers les moines, voudrait attribuer furtivement la pro-chancellerie au professeur Stadler, qu'il s'entend également avec la cohorte de Stadler et qu'il crée une grande confusion et des chicanes. Je m'y suis opposé, mais j'ai rapidement subi une chicane car il dénigre Rohrmüller et je peux prouver par les dossiers qu'il n'a rien à reprocher à Rohrmüller, mais qu'il veut seulement me chercher querelle. Cette seule opinion de l'acharnement sera difficilement partageable après la lecture de la lettre de Weishaupt, qui sonne bien plutôt comme s'il voulait réellement préserver la réputation de l'université. Caractéristique, cependant, est la ténacité de Weinbach, avec laquelle il propose à Laurie dans la même lettre « Et si Rohrmüller allait à Göttingen à ses frais et était ensuite nommé professeur lors de la prochaine vacance ?» Il est clair que 2 hommes poursuivant leur objectif opposé avec une égale obstination devaient inévitablement se vouer une inimitié irréconciliable, peu importe pour l'instant les raisons qui les animaient. Que Laurie soutenait Weishaupt ressort également d'une lettre qu'Ickstadt lui adressa le 25 avril 1775. De cet écrit, il est plus que clairement évident que l'amitié entre lui et Weishaupt s'était entièrement brisée. Ickstadt écrit: de la précieuse missive de votre Excellence, je déduis presque qu'elle a accordé une oreille trop complaisante au malveillant et ingrat professeur Weishaupt.
Il ne l'a d'ailleurs pas mérité car il se range ouvertement du côté de la partie adverse. Si l'on ne met pas de frein à cet homme et qu'on ne lui ordonne pas de faire preuve de plus de modestie à mon égard, alors je ne ferai plus un pas dans les affaires universitaires et le directorat de l'université pourra par là même devenir vacant. Ce que j'ai rapporté à son Altesse électorale est la vérité et il mérite un blâme. Cet homme que j'ai tiré de la boue et de la fange lâche partout, même auprès des étudiants, sa mauvaise langue contre moi. Ayant dernièrement mentionné Rohrmüller dans ma missive à votre Excellence, j'ai expressément ajouté qu'en raison de ses suppléances, on ne devait lui donner aucun espoir d'obtenir un poste de professeur, ni même un titre, car il faut veiller à pourvoir la faculté de professeurs renommés. Weishaupt, pas plus que Rohrmüller, n'est jamais sorti de Bavière. Le premier peut devenir un professeur compétent, mais un caractère si abominable d'homme ingrat, arrogant et agité ne doit-il pas rester impuni? Le professeur de droit civil sur lequel j'ai porté mes pensées enseigne à Mayence, il est formé à Göttingen et très renommé. Je répondrai aux autres points demain. En attendant, mettez-moi en paix face aux impertinences de Weishaupt, sinon je laisserai tout en plan. Je demeure en attendant pour toujours de votre Excellence le très obéissant serviteur J.A. von Hickstatt. Il est regrettable que cette lettre du lendemain à laquelle il s'est fait référence ne se trouve pas dans les archives. Les adversaires de Weishaupt citent nommément la lettre d'Hickstatt ci-dessus comme une preuve du caractère médiocre de ce dernier, sans qu'il leur vienne à l'idée d'examiner pourquoi Weishaupt a attaqué son protecteur. Ils supposent a priori qu'Hickstatt n'avait donné aucune raison et que par conséquent, Weishaupt doit être condamné. Nous sommes contraints de procéder de manière très approfondie dans la présentation de ces faits, afin de permettre au lecteur, par la reproduction intégrale des lettres, de se forger sa propre opinion sur les caractères de Weishaupt. Celui-ci, en effet, n'a jamais été présenté de manière impartiale, dévoilant aussi bien ses faiblesses que ses qualités, mais a toujours été perçu à travers les lunettes teintées de préjugés particuliers. Si donc les explications précédentes et suivantes paraissent un peu longues au lecteur, qu'il veuille bien considérer qu'il s'agit ici d'un exposé probant, définitif et donc exhaustif de toutes les circonstances, qui ne peuvent être éclaircies en quelques mots concis. Avant de poursuivre l'examen minutieux des raisons qui guidèrent la conduite de Weishaupt, étant bien conscient de la difficulté de vouloir encore les déterminer après plus de 125 ans, il est nécessaire, pour mieux caractériser la situation, de porter également à la connaissance un courrier de Weishaupt à Lori, daté du 14 avril 1775. Il est ainsi rédigé. Très honorable conseiller secret. Très puissant monsieur le conseiller secret, je dois, au nom de ma faculté, exprimer à votre Excellence la gratitude la plus respectueuse et la plus due. C'est à vous que nous devons d'être libérés de notre grand malheur, et pour cela, votre Excellence est inscrite à jamais dans le livre de notre faculté. Monsieur von Hickstatt est extrêmement irrité contre moi. Il m'a fait assurer que je ne devrais plus pénétrer dans sa maison. Je me console en me disant que je n'ai rien à me reprocher et que dans cette affaire, j'ai agi comme un doyen honnête pour ma faculté. J'aurais d'ailleurs souhaité pouvoir m'entretenir avec votre Excellence pendant un certain temps, mais les couches actuelles de ma femme m'empêchent de venir à Munich pendant ses vacances. Je puis assurer votre Excellence que de très nombreuses intrigues joliment masquées sont à l'œuvre, et j'en connais tous les ressorts. L'égoïsme des jésuites, l'égoïsme des moines et l'égoïsme des neveux sont véritablement les fléaux de notre université. Si ce n'était pas une impertinence, je conseillerais très humblement à votre Excellence de se montrer méfiante à l'égard de toutes les requêtes formulées ici à Munich et d'attendre de voir si l'une de ces trois catégories ne se cache pas derrière. On sait que j'observe les trois et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'amis. En conclusion, il est dit: on m'a certainement joué un mauvais tour avec la lettre de votre Excellence qui m'était adressée. On m'assure que monsieur von Hickstatt en a une copie et qu'à l'exception des professeurs Brugger, Sutor, Ciardi et Steingenberger, personne ne l'a vu. Je compte bien découvrir la vérité. Je suis d'ailleurs de votre Excellence le très humble et très évolué serviteur A. Weishaupt, professeur et doyen. Il devait être très important pour Weishaupt, malgré les prochaines couches de sa femme, de s'entretenir personnellement avec Lori à Munich, sans quoi il ne se serait certainement pas mis en route une nouvelle fois, et ce d'une manière qui provoqua la stupéfaction parmi ses adversaires. Il interrompit simplement ses cours plus tôt que ne le permettaient les vacances de Pâques imminentes et afficha sur le tableau de l'université une note indiquant qu'il reprenait les cours le 24 avril. Étant donné que la dernière lettre à Lori datait du 14 avril et qu'une lettre de Weinbach et Dickstatt à Lori, dans laquelle l'incident est mentionné, est datée du 22 avril 1775, le voyage a donc dû être entrepris par lui peu après l'envoi de la lettre. La lettre de Weinbach du 22 avril 1775, dont dans les passages qui nous intéressent ici, est ainsi rédigée.
Que le professeur Weishaupt soit ensuite parti pour Munich s'est fait in consulto, sans consulter, le recteur et le directeur. S'il prétend être venu nominer facultatis au nom de la faculté, c'est totalement faux, car moi, le professeur Schmidt, Brugger et peut-être d'autres n'en savons absolument rien. La tranquillité de la faculté de l'université sera rétablie si votre Excellence et d'autres ministres supérieurs n'accordent plus d'audience à ce chicaneur notoire. Il mérite un blâme car il est parti pendant la période des cours, in consulto facultate et universitate, sans consulter la faculté et l'université, et est en outre la cause qu'aucun professeur de la faculté de droit ne peut plus poursuivre ses cours, les auditeurs s'étant concertés en se basant sur le professeur Weishaupt et sa note, qu'il a affichée à l'auditoire signifiant qu'il ne reprendrait qu'à partir du 24 avril, et ne veulent donc plus assister à aucun autre cours. Je vous prie cependant, puisque je dois vivre avec ce fauteur de troubles en tant que collègue, de taire mon nom en cas d'éventuelle mention. De votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur J. Weinbach, professeur recteur. En résumant les lettres reproduites et en les comparant aux autres correspondances de Weishaupt avec Laurie, il apparaît que des raisons importantes, bien que désormais impossibles à élucider dans tous leurs détails, incitèrent Weishaupt à porter un coup décisif entre le 15 et le 24 avril, ce qui dut exacerber considérablement l'hostilité qu'il suscitait déjà. Eichstätt, qui le 22 avril, Weishaupt n'était pas encore revenu de Munich, informe Laurie de l'affichage de sa note, le décrit dans la même lettre, et sur un ton pas encore excessivement irrité en ces termes, cet homme devient ingrat, intolérant et se range entièrement du côté du parti de Stadler. Il s'emporte cependant 3 jours plus tard dans la lettre cinglante du 25 avril, déjà citée. Assurément, Weishaupt, de retour, n'avait pas gardé le silence sur les résultats de son voyage à Munich, qui devait lui avoir été favorable, et avait ainsi puissamment attisé la colère d'Eichstätt. Que Rohrmüller fût au cœur de l'affaire ressort clairement des réserves exprimées dans la lettre susmentionnée à Laurie. Par la suite, il ne fut d'ailleurs plus question de son embauche. De même, les plaintes de Weishaupt concernant la paresse de Weinbach durent porter leurs fruits. Il les avait probablement exposées personnellement à l'électeur, comme on peut le déduire d'un passage de ses lettres ultérieures. Cependant, l'effet de cette plainte fut inattendu pour lui, comme nous le verrons. Avant de publier d'autres lettres, rappelons une fois de plus que l'objectif principal ici est de permettre au lecteur, grâce à ce matériau, de forger sa propre opinion. Weishaupt peut-il être accusé à juste titre d'avoir par ambition cherché à s'accaparer toutes les fonctions accessibles? La question est donc de savoir, Weishaupt est-il un homme autoritaire, uniquement préoccupé par ses propres intérêts, un intrigant à ses fins, bref, un caractère raté, tel qu'il est souvent dépeint? Si le lecteur devait absolument en arriver à une telle conclusion, cela tirerait bien entendu des conclusions fort défavorables aux objectifs de la fondation de l'ordre. Connaître précisément les circonstances détaillées jusqu'au 1er mai 1776, dans la mesure où cela est encore possible aujourd'hui, est donc indispensable pour un jugement équitable, même si à notre époque cette querelle de professeurs peut paraître mesquine. Pour les contemporains, elle ne l'était pas, et pour beaucoup de nos contemporains non plus, sans quoi ces circonstances n'auraient pas encore aujourd'hui à servir, par l'écrit et par la parole, de preuve de la malhonnêteté morale du fondateur de l'ordre. Le 12 mai 1775, Weishaupt écrit la lettre suivante à Laurie. Très honorable et très puissant, monsieur le conseiller secret. Hier, le 11 du courant, m'est parvenu un très gracieux ordre électoral adressé aux doyens et à la faculté, mais ouvert, par lequel il m'est enjoint d'assurer par intérim les dernières institutions en respectant les jours et heures prescrits. Je me suis moi-même, je dois l'avouer, proposé à son Altesse électorale, par pur patriotisme, de suppléer M. von Weinbach pour les institutions, et sa Sérénissime Altesse avait alors exprimé qu'étant déjà surchargée de cours, elle souhaitait m'en décharger. Puisque je suis déjà assuré de cette gracieuse disposition, je ne puis qu'être des plus étonnés qu'en plus de mes 3 cours déjà très exigeants, je doive encore être contraint en pleine saison chaude, après avoir déjà crié à m'enrouer pendant 2 heures le matin sur 2 matières différentes, de me priver de toutes mes forces durant 2 heures consécutives. Je dois avouer franchement à votre Excellence que cela m'est absolument impossible, et qu'avec ma complétion physique peu robuste, je risquerais d'y trouver ma mort et ma ruine. Si je suis patriote, pourquoi devrais-je alors, là où il n'y a aucune obligation, être précipité prématurément dans la tombe? Que Weishaupt fût sérieux dans son refus de cette nouvelle charge de travail ressort indubitablement de cet écrit. Autrement, il n'aurait guère pu écrire avec une telle rudesse. Il dut également s'en ouvrir à ses collègues, car le 15 mai 1775, 3 jours après la rédaction de sa protestation, le professeur Sutor écrit à Laurie.
Je me permets de solliciter très humblement la très gracieuse protection de votre Excellence, Monsieur le professeur Weishaupt a reçu, en vertu d'un très gracieux rescrit, la mission de dispenser entièrement les cours d'institution à la place du professeur Weinbach. Cependant, comme il considère la dispense de ce cours comme préjudiciable à sa santé et qu'il l'a déjà décliné, je me propose d'entreprendre ce travail. Le retrait de cette partie de l'enseignement de Weinbach, qui était alors recteur, a sans doute fortement influencé Eichstätt, son oncle, contre Weishaupt. Cet événement est en effet imputable à l'activité de Weishaupt à Munich, mais on ne peut pas affirmer qu'il ait agi uniquement dans son propre intérêt, sans se soucier de la réputation de l'université. La protestation de Weishaupt concernant la reprise des institutions fut vaine. Il reçut simplement l'ordre de commencer les cours et s'y plia bon gré mal gré, non sans toutefois solliciter au moins une amélioration de son salaire. Jusqu'alors, il percevait 900 florins de salaire. Cette exigence lui a été vivement reprochée par des chercheurs plus récents. Le lecteur jugera lui-même si c'est à juste titre, selon ses principes, qu'il soit pratique ou plus idéaliste. La lettre qui éclaire ce point est la suivante. Très honorable et très puissant monsieur le conseiller secret. J'ai bien reçu la gracieuse missive de votre Excellence datée du 15 du courant et j'en ai compris que je dois commencer la lecture des institutions. De ma part, je puis assurer votre Excellence que je suis le plus disposé à servir ma patrie et que j'assumerai donc cette charge aussi lourde qu'elle me paraisse. Pourvu seulement que je voie l'État se soucier aussi de ma subsistance et de mon honneur, et que l'on ne me destine pas seul parmi tous les autres à tirer le joug, car ibi patria est ubi bene est, la patrie est là où l'on est bien. Si je remplace 3 ou 6 professeurs, je crois mériter plus d'indulgence et d'équité que ceux-là, car ils paraissent pour la patrie. Il est vrai que je me suis proposé, mais seulement au cas où il n'y aurait plus d'autre espoir. Je ne demande que l'équité, et là où je la vois, alors je suis certainement équitable aussi. Je voudrais mettre n'importe qui à ma place et voir si je n'aurais pas de raison de me plaindre. Si je m'offre à trop de tâches, je montre mon zèle et mon amour pour la patrie, mais tout cela ne me donne pas plus de fondement que si j'en possédais moins. Je n'ai encore jamais entendu dire que l'on me distinguait de la classe des autres, dont mes collaborateurs, ni encore moins que l'on m'accordait un avantage supplémentaire pour une charge quadruple. Suite des détails secondaires, puis, en attendant, si c'était moins de 100 florins, je ne crois pas que ce serait trop payé. Si j'avais moins de compréhension et des forces plus expérimentées, je le ferais gratuitement. Si l'on voulait m'attribuer les éléments gratuits de monsieur von Weinbach pour cette année scolaire, je serais alors pleinement satisfait. Je suis d'ailleurs, avec le plus profond respect de votre Excellence, le très humble et dévoué serviteur Ingolstadt le 17 mai 1775 à Weishaupt, professeur. On ignore si sa demande d'augmentation de salaire fut acceptée. Cependant, jusqu'à son renvoi en 1785, son traitement atteignit 1000 florins. Il est probable qu'il dut attendre assez longtemps une majoration de salaire. Peut-être Eichstätt manifesta-t-il son aversion grandissante pour son filleul en s'immisçant dans cette affaire, incitant ainsi Weishaupt à s'exprimer avec une virulence croissante à son égard. En tout cas, de nombreux éléments plongèrent Weishaupt dans une grande agitation. Prantl, par exemple, en parle dans son Histoire de l'université Louis et Maximilien, volume 1, page 673 et suivante. En raison de ses idées libérales, il eut bientôt à souffrir de diverses attaques. Ainsi, en 1775, à l'occasion de la question des droits de promotion du vice-chancelier, il s'exprima très vivement dans un rapport de faculté sur les calomnies auxquelles on était exposé lorsque, dans les cours ou les disputations, il était question des procédés arrogants des papes envers les empereurs, de l'investiture, de la paix de Westphalie et d'autres sujets similaires. Lui-même avait dénoncé certains abus, mais était toujours resté fidèle dans ses principes théoriques à Rautenstrauch, qui jouissait d'une grande estime en Autriche. Cependant, à Ingolstadt, on n'était pas protégé comme là-bas, mais livré à la surveillance et à toute forme de persécution. Par dépit et irritation, il était déjà tombé malade et souhaitait par conséquent être soit entièrement déchargé des cours de droit canon et de droit naturel, afin de ne plus corrompre la jeunesse, soit recevoir des instructions précises de conduite. Selon Prantl, rien ne s'ensuivit apparemment, et ce n'est qu'en 1777 qu'il fut chargé de dispenser des cours de droit naturel selon Feder, en annexe à la philosophie pratique. Pour mieux cerner le caractère de Weishaupt, il est nécessaire de se pencher sur les déclarations de Weinbach et Eichstätt, qui l'accusent de s'être rallié au parti de Stadler. De ces remarques, on a déduit qu'il n'aurait pas pu être sincère dans son opposition aux jésuites, car Stadler était un professeur ex-jésuite, et il ne pouvait donc pour cette raison être son ami. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Si l'on considère en outre qu'une opposition notoire éclata plus tard entre Weishaupt et Stadler, fondée sur leurs divergences théologiques, il est difficile de comprendre comment la disposition amicale de Weishaupt, attestée en 1775,
peut encore aujourd'hui être considéré comme une preuve de l'inconstance de son caractère. Ajoutons ici que Stadler, irrité par l'opposition de Weishaupt après le début de la persécution des Illuminés en Bavière, publia anonymement, en guise de rétribution, une brochure mordante intitulée Le secret de la méchanceté du fondateur de l'illuminatisme en Bavière, clairement révélé pour avertir les imprudents par un de ses anciens connaisseurs et amis. Il est notoire que cet écrit émane de Stadler. Il nous faut aborder un point particulier, maintes fois souligné, l'ingratitude de Weishaupt envers Eichstätt, cité à plusieurs reprises comme preuve depuis une remarque de Kluckhohn dans son ouvrage Le baron von Eichstätt. Weishaupt aurait en octobre 1774 qualifié Eichstätt d'homme égoïste et puéril et aurait écrit à Laurie dans une lettre au sujet de son népotisme si notoire. L'auteur de ces lignes n'a pas encore réussi à retrouver l'original de cette lettre. Il ne fait aucun doute qu'une telle lettre existe, mais elle n'est pas délivrée par les archives. Elle ne figure pas du moins non plus dans le dossier de la série de lettres à Laurie. Il existe donc des raisons inconnues pour lesquelles cette lettre n'est pas rendue accessible au public, comme le reste du matériel. Il semble également que l'année 1774 soit erronée, car aucune rupture manifeste entre les deux hommes n'est visible cette année-là, tandis que les événements de 1775 en ont bien provoqué une. Premièrement l'affaire Rohrmüller et ensuite l'affaire suivante. En novembre 1775, le Concilium Abeundi, conseil de départ, fut attribué par Eichstätt à Ernst Christoph Henninger, candidat des deux droits, originaire de Württemberg. En conséquent, ce dernier écrivit au collège de justice universitaire d'Ingolstadt le 15 novembre 1775 que ce Concilium Abeundi le faisait passer pour un criminel aux yeux des gens et devait lui nuire toute sa vie. Puisqu'il n'avait été accusé d'aucun crime, encore moins interrogé à ce sujet, et surtout pas reconnu coupable, il se voyait contraint de saisir le collège universitaire pour provoquer ses accusateurs, en particulier monsieur le conseiller secret baron von Eichstätt. Si ceux-ci ne comparaissaient pas ou n'étaient pas en mesure de prouver légalement leur accusation, ils demandaient un acquittement et une attestation. À cette affaire se joignirent par des avis écrits les professeurs Prager, Sutor, Schmidt, Ciardi et Weishaupt. Dans son expertise, voire numéro 20 des archives Lippert, Weishaupt écrivit que Henninger avait le droit d'obtenir la communication des accusations portées contre lui, qui reposaient sur des narreta, des futilités, telles qu'elles avaient été rapportées à son Altesse Sérénissime. Si une simple accusation sans examen des circonstances suffisait à prononcer sans motif le Concilium Abeundi, alors l'homme le plus honnête n'était pas à l'abri de l'ostracisme public. Il déclara alors textuellement « Peut-être son Excellence Monsieur le baron von Eichstätt a-t-elle été mal informé et je peux d'autant plus me permettre à la place de Monsieur Henninger que j'ai moi-même été accusé par son Excellence à Munich d'être un moqueur de la religion, un contempteur du clergé et un corrupteur de la jeunesse. Si un ordre similaire m'avait été adressé, aurais-je dû me taire? Il serait bon que, par une enquête légale sur les faits, son Excellence soit informé qu'on cherche à calomnier des gens honnêtes auprès d'elle. Si l'on devait profiter de cette occasion pour prétendre que je soutiens des individus de mœurs légères, je ne peux penser et parler autrement. Dès qu'un, illisible dans le texte, est connu comme tel, je ne soutiens certainement plus. Mais tant que cela n'est pas avéré, je ne peux pas faire autrement, quoi qu'il en soit. Il est évident pour chacun qu'un concilium Abeundi prononcé sans motif ni preuve apparent doit apparaître, pour un professeur de droit, comme incompatible avec la dignité de l'université. Peu importe que celui qu'il prononce soit le parrain et en partie le bienfaiteur de ce professeur. Il semble que cela justifie amplement le jugement que Kluckhohn prétend avoir lu, mais qu'aucun chercheur après lui n'a eu en main pour en comprendre les fondements qui poussèrent Weishaupt à qualifier son parrain Eichstätt d'égoïste et de puéril. Que Eichstätt se soit rendu coupable de népotisme est d'ailleurs prouvé de longue date et confirmé par Prantl à la page 573 en ces termes. Autant nous, épigones, pouvons tenter de nous forger un jugement juste à partir de la poussière des archives, autant nous ne pouvons certes pas disculper Eichstätt d'un certain népotisme et d'une soif d'argent. Son comportement a pu être souvent brusque et arrogant, mais le bien de l'université et du pays tout entier lui tenait profondément à cœur. Que ce dernier point ait également été le cas pour Weishaupt, le matériel précédent devrait le prouver amplement.